What's up, guys? Je suis votre host Ray Antonio pour un autre épisode et j'ai l'honneur ici de vous présenter un entrepreneur en série où est-ce qu'il déborde d'idées. Mais avoir des idées, c'est une chose, c'est l'exécution qui font exactement qui vous êtes. Je vous présente ici David Léon. Comment ça va? Ça va super bien. Je suis heureux de te revoir ici. Après, je pense qu'il y a 2 ans, j'étais venu. Ouais, la première fois, tu étais venu à peu près il y a 2 ans. À peu près 2 ans déjà. Et donc, je te remercie. Là. On a pas mal évolué depuis, je pense, tous les deux. Définitivement. Puis regarde, dès la première fois que je t'ai rencontré, j'écoutais, je suis comme, damn, ce gars-là, il y a des anecdotes après anecdotes, mais chaque anecdote, il y a tellement genre une leçon puis quelque chose de valorisant à prendre derrière ça. Puis c'est dans le côté immobilier, fait que je trouvais ça tellement cool, tu sais, vraiment comment tu te présentais. Tu as une super bonne énergie, donc why not? Merci. J'avais pas le choix Merci. Yeah. Ça, c'est ce que j'allais te dire aussi. J'avais pas le choix de t'amener, puis on l'a échangé plusieurs fois, comme ouais, on va le faire, puis ça n'a jamais tombé. Je partage une nouvelle, je sais pas si celle-là, c'est peut-être la première fois que je le dis ici plus publiquement, mais tu sais, si le Black Box, je vais fermer le Black Box, juste le studio, pas la business. La business va avoir une évolution bientôt. Puis ça, cette semaine, en ce moment, c'est ma dernière semaine de tournage ici au Black Box. Okay. Fait que quand je regardais ma liste, qui absolument je dois avoir, je suis comme, j'ai pas le choix d'avoir Dave Léon, Dave the Man. Parce que, regarde, t'es super généreux, t'es une bonne personne, puis ça fait longtemps que je te le dis aussi que, regarde, je veux que tu viennes. Là, c'est juste, c'est quoi le bon moment? Ça, c'était le moment. Il n'y avait pas le choix parce qu'après ça, il n'y en a plus. Il y en a plus. Super apprécié. Sinon, jusqu'à la prochaine édition. Puis moi, je m'identifie un peu à toi aussi, parce que je vois que tu as le même mindset, la même énergie, la même envie d'aller plus haut, d'aller voir plus de choses, d'aider le monde sincèrement, de donner quelque chose. C'est pas juste réussir pour nous, là, on le fait vraiment pour les autres aussi. Puis je trouve qu'il y a certaines ressemblances. C'est pour ça que je me suis lié à toi. Quand on s'est vu, les peu de fois où on s'est vu, on se connaît pas tant que ça, mais on s'apprécie. Je pense qu'il y a une belle énergie entre nous. Et puis, merci. Exactement. Puis, regarde, un highlight que je veux partager, là. Ton pool party entrepreneuriat. Oh my God! Comme, quand j'ai vu ça, tu l'as annoncé sur Facebook, j'organise un pool party, mais version plus entrepreneur, réseautage, décontracté, amenez votre maillot, barbecue, des trucs comme ça. J'étais comme, oh shit, je veux y aller là. Te connaissant aussi, vraiment ton réseau, ton entourage, comme c'est sûr que ça va être nice, c'est sûr que ça va être fun. Puis, durant cette journée-là, c'est une journée particulière parce que j'avais 3 événements. Puis, parmi les 3, toi, tu étais l'événement que je ne pouvais pas manquer. Merci. Fait que j'ai comme les 2 autres, ciao, bye. Ça, c'est un événement qui est vraiment particulier parce que je l'ai lancé sans attendre, sans avoir rien en attendant en retour. C'était une journée où on faisait rien, il faisait très beau, très chaud. Puis j'ai une belle journée. Ouais, puis j'aime toujours rencontrer du monde, voir du monde. Puis là, je me disais, je vais envoyer un message à mon réseau de venir cool. Tu sais, au lieu de se voir dans les réseautages traditionnels, costumes bien habillés, si ça avec. Là, je dis non, on met de l'alcool, on met de la musique. J'ai pris un DJ, j'ai même payé un DJ pour cette journée-là. Et puis on s'amuse, on profite et on voit voir la vraie personne derrière l'entrepreneur. C'est quand il se détend, quand il parle, quand il s'amuse, parce que sa façon de s'amuser, puis sa façon de parler aux gens dans le monde, ça te définit. Donc, tu crées des liens de confiance et d'autres liens que tu ne créerais pas dans un réseautage traditionnel. Donc là, le côté de piscine, le côté de plaisir, je trouve que c'était une après-midi réussie. Là. Non, définitivement. Puis, tu sais, ce que j'aime de ce genre de réseautage-là, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre parce que c'est peut-être la première fois que j'allais à un truc qui est organisé de cette façon-là, mais j'avais déjà une certaine attente. Et je me dis comme, premièrement, je suis sûr que ça va être ça d'une certaine façon privée. Et je trouve que quand les événements de réseautage, où est-ce qu'il y a le moins de monde, ont tendance à être le plus valorisant parce que tu as plus d'accès, d'échanger avec la personne d'un côté plus humain, contrairement à des événements que tu peux avoir une centaine de personnes des fois, là, comme c'est rapide, là, c'est comme, OK, genre, après 10 minutes, tu m'attires pas, je passe à d'autres choses. Fait on dirait qu'on ne connecte jamais avec les gens. On essaie de, genre, vraiment faire entièrement d'accord avec toi. Par année, je fais entre 60 et 100 réseautages. Et puis, de plus en plus, je m'oriente vers les petits réseautages de groupes de 20, 25. Oui. J'ai toujours fait les 300, 400 pour essayer de voir plus de monde, mais c'est complètement impersonnel. Et au final, quand tu vas dans les gros groupes, tu redis bonjour aux gens que tu connais. Alors que dans les petits groupes, 20, 25, souvent tu connais moins de monde ou une seule personne et ça t'oblige à aller rencontrer d'autres personnes. Et comme c'est plus intime, c'est plus fermé, là, tu discutes plus en profondeur aussi. Pourquoi tu es là? C'est quoi tes motivations? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là que tu crées un lien.
Puis une fois que tu as créé ce lien, ben là, tu vas les revoir dans des gros réseautages. Mais c'est vrai que le plus petit réseautage, 20, 30 personnes, tu as plus de puissance et plus de réussite. Parce que le réseautage, c'est un objectif. Tu sais, tu vas pas là parce que j'ai rien à faire. Là. Tu vas parce que tu veux rencontrer, partager, échanger, grossir ton réseau. Et dans les petits réseautages, moi, les gens qui veulent débuter dans le réseautage, alors oui, c'est dur parce que tu te retrouves seul. Au début, les gens sont un petit peu comme mal à l'aise ou gênés. Mais une fois que tu as fait le premier pas, que tu es sur place, il y a bien une personne sur la gang qui va te tirer par la main ou qui va t'amener à rencontrer son réseau. Et les petits réseautages, je pense que c'est la clé du succès prochainement, là, au lieu de faire des gros événements. Oui, là. honnêtement. Puis moi, je peux te dire, gars, je suis allé en novembre à un petit réseautage. On était sur un déjeuner dans une entreprise. On était 10 personnes. Puis parmi les 10, j'ai connecté avec tout le monde. Il y a la business qui s'en vient avec les 10 personnes, puis c'est super. Puis justement, c'est un reflet un peu de ton pot party. Puis qu'est-ce qui était intéressant, vraiment de le faire dans cette thématique-là de piscine, détente, mais aussi professionnelle, c'est d'une certaine façon, les gens sont comme alors vulnérables parce que tu es en maillot de bain. Puis l'aspect physique, c'est là où est-ce qu'il va y avoir le plus de complexité des gens comme je me sens pas en bonne forme, je me sens un petit peu gros, je me sens comme ça. Mais là, tout le monde est en maillot de bain, fait qu'on est tous genre notre plus vulnérables. Exactement. Puis on peut connecter, fait qu'on fait déjà bypass. Le niveau de confiance est beaucoup plus élevé, puis tu connectes beaucoup mieux. Et puis tu vois, ces gens-là, tu vois leur mindset, ils sont pas dans le jugement. Ils vont exact. pas te regarder parce que tu es un peu bedonnant, un peu si. Non, ils vont regarder ce que tu as là, pourquoi tu es venu. Il n'y avait pas de cet esprit de compétition. Comment ton sou, je suis en body parce que je vais au gym tous les 2 fois par semaine. Non, il n'y avait personne qui était dans le regard ou dans le jugement. Et puis quand tu arrives à un certain mindset, c'est ce que j'aime de mon réseau, c'est que c'est des gens qui sont tous sur l'humain. Leur priorité, c'est pas aller faire de l'argent, c'est pas gagner de l'argent, c'est avoir du plaisir au quotidien, c'est redonner. Ils sont déjà arrivés à un niveau où l'échange, et pour eux, c'est plus important l'humain que la business en elle-même, parce qu'elle vient derrière ça. Une fois que tu as créé un lien de confiance avec ces personnes-là, une fois que tu les côtoies 1 ou 2 fois, puis il y a une chimie qui se met, une énergie qui se crée. Boum, la business, ça va venir derrière parce que la confiance est là. Et en maillot de bain, c'est sûr que là, tu es comme tout nul. C'est exactement ça, voilà. ouais. Donc, tu es toi-même. Et puis, c'est ça qui a fait que c'était une réussite. Et je vais le refaire l'année prochaine. Là. Ceux qui veulent me suivre sur les réseaux, là, je vous conseille. On peut être jusqu'à presque une centaine à la maison. Donc, c'est correct. On était une quarantaine. Le terrain est grand. Le terrain est grand, donc on va avoir du plaisir. Mais le but, c'est pas d'avoir 100 personnes qui... Le nombre, ça fait pas la qualité. Non. Je préférerais qu'on soit juste 20 et 25 et qu'on connecte tous ensemble que d'avoir 100 personnes. J'aimerais mieux que tu fasses la même formule la dernière fois que tu allais limiter ça. Je peux pas ne pas ouvrir ma porte à quelqu'un qui va venir. Donc, ça sera comme... Je refuse personne ce jour-là. Là. J'ai pris vraiment les gens qui étaient sur mon Facebook et qui m'ont dit « Dave, c'est quoi ton adresse ?» Est-ce que tu as reçu beaucoup de demandes? Oui, mais il y a des gens que je connaissais pas. Il y a des gens que j'ai... Vraiment, au moins 6 personnes que j'avais jamais vues de ma vie. Qui sont venus à la maison d'un petit jeune, un petit truc, une Kiro, un truc, hey, salut, puis c'était une porte ouverte. C'était vraiment porte ouverte pour justement ouvrir mon horizon, donner la chance à quelqu'un d'autre aussi de côtoyer mon réseau proche. Et puis moi, j'étais chanceux ce jour-là parce que plusieurs fois dans l'année, je veux amener les entrepreneurs à succès que j'ai dans mon entourage à se croiser et se côtoyer. Mais ils n'ont jamais les mêmes horaires, ils sont toujours à l'étranger, ils sont toujours à droite à gauche. Ce jour-là, j'en ai au moins 5 que depuis des années que je voulais les réunir ensemble et tout le monde s'est retrouvé là. Donc, la magie est opérée. Là, on va dire non, définitivement. Regarde, moi, une personne que j'ai connecté avec quand même un bon nombre de personnes, oui. Mais admettons Alexandre Guibault. Alexandre Guibault, ça a été une personne que même on a continué à se parler. Ouais. Il est venu au podcast parce que je trouvais que c'était super intéressant. Où est-ce qu'il était rendu dans sa vie? Il m'a présenté un terme, le family office. Ouais. Je suis comme, quand il m'a parlé de ça, je suis comme, OK, c'est ça que je veux dans la vie. Je veux un family office. Ça, c'est fou. Quand tu arrives à ce niveau-là, là, le family office, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, là, c'est une structure de plusieurs compagnies ou plusieurs gens qui financent. Normalement, c'est de l'argent de la famille, family office, parce qu'on n'a pas le droit de faire des levées de fonds un peu à droite à gauche, mais c'est des gens qui se connaissent, puis qui ont beaucoup de fonds, et puis qui vont investir et qui vont varier leur investissement, que ce soit dans l'immobilier, dans la technologie, dans l'IA. Et puis, ça fait des rendements. Ils s'attendent à des rendements assez importants. Et plus tu en as, plus ça fait des rendements. Donc, c'est exponentiel et c'est ça un family office. Depuis peu de temps, là, j'en côtoie beaucoup. Et puis, c'est vraiment intéressant de... je peux donner 2-3 noms là parce que c'est mes contacts. Tu as Gestion de patrimoine à Santé, puis tu as Novacap à Brossard. Ça, c'est des gros family Novacap, j'ai déjà entendu. Des gros family office au Québec. Et puis ça, c'est des gens, quand tu as une idée ou quand tu n'as vraiment pas de financement et que tu veux partir une business, souvent, surtout là maintenant avec l'intelligence artificielle ou les applications, moi je suis en plein dans ce processus-là, tu
peux avoir la chance sur 20, 30 personnes qui vont présenter leur projet que eux, hey, ils vont bêter sur toi. Ils vont donner 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10, 15, 20 millions. C'est un peu comme les Venture Capital, pour ceux qui connaissent ça. Venture Capital, c'est aux États-Unis. Tu en as aussi au Canada, mais c'est des gens qui bêtent sur 10 compagnies dans l'année. Il y en a 6 qui vont se planter, 2 qui vont marcher normalement, une qui va très bien marcher, puis une qui va exploser. Donc ça justifie qu'ils investissent. Exactement. Voilà, c'est un petit peu ça le principe. Puis là, dans mon réseau, là, en ce moment, c'est ce que je côtoie beaucoup. Moi, c'est vraiment arriver à présenter ces projets à des gens qui ont des milliards à investir. C'est vraiment une autre game, c'est d'autres. Non, c'est un autre game. Mais ça existe, et puis c'est accessible, c'est à n'importe qui. C'est ça qui est cool parce que, regarde, comme. Tu sais, j'ai rencontré, on commence à parler de ce sujet-là, puis je trouvais ça très fascinant de voir ce type d'individus. Puis quelque chose que tu m'as mentionné juste avant le backstage, où est-ce que en ce moment, tu sembles être sur un nuage parce que tu as un réseau de contacts super intéressant. Et je pense que c'est là que je partage ton énergie aussi parce que, regarde, je te donne une anecdote. Vendredi passé, j'ai fait une soirée. C'était mon anniversaire. J'ai fait une soirée avec des boys. Merci beaucoup. Puis c'est complètement une autre thématique. C'est santé, là, pas d'alcool. Puis on a juste genre. On a fait un bootcamp, puis un spa, whatever. Nice. Puis les personnes, c'était mes amis proches, puis ils me demandent comment tu connais genre le gym. Shout out à Big Daddy Fitness. Fait que, tu sais, comment tu connais Big Daddy? Je suis comme, le podcast. Après, quelqu'un d'autre me posait une autre question. Comment tu connais-t-elle le podcast? Puis, à un moment donné, c'était rendu que comment ma vie est rendue, où je suis aujourd'hui, où est-ce que je m'en vais, c'est tout à cause du podcast. C'est tout à cause du réseau de contacts qui s'est développé derrière ça. Ouais. Ça a commencé à petite échelle, peu à peu, de crédibilité. Ton nom, il sort. Puis aujourd'hui, 6 ans plus tard, j'ai la fierté de dire que j'ai un réseau assez privilégié, premium. Je connais des gens très importants, puis qui m'ouvrent les portes. Ouais. Pareillement, comme j'essaie d'ouvrir le plus de portes que je peux à le plus de personnes possible. Je comprends. Et tu sais, aujourd'hui, je pense que mon succès est dérivé de qui tu connais. Ouais. Et puis c'est dérivé surtout du fruit du travail. C'est toi, il y a 6 ans, qui a mis des graines, qui a planté des graines, de dire hey, je vais faire ça pour peut-être m'amuser ou peut-être ouvrir mon réseau de contacts. Et maintenant, tu en récupères le fruit, tu sais, entre guillemets. C'est fou, ouais. Et puis ça c'est l'arbre, il n'arrête plus de fleurir. Là, tu as fait plein de branches. Et puis là, les branches, une fois que ça tombe, ça refait d'autres arbres. Là. Puis c'est comme ça qu'il faut le voir, là, c'est imagé. Mais moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Tu sais, c'est quelqu'un que tu connaissais qui m'a amené avec lui pour m'interviewer en podcast. Et puis toi, tu étais le producteur. Et puis on s'est rencontrés comme ça. Donc sans le podcast, on ne se connaissait pas non plus, on ne serait pas côtoyés. Mais tu vois, le podcast, admettons le studio Black Box, ce que je dis, c'est, ou sinon l'ensemble du podcast, on va dire, c'est comme mon investissement le plus risqué. Non, même pas. Ce que je dis, c'est mon pire investissement, mais c'est mon meilleur investissement. C'est drôle parce que ça a été des années quand même dures. Là, comme comment tu monétises, comment tu rentabilises, même tu profites de ça. Mais le fait que j'ai bâti une plateforme où est-ce que il y a du trafic, énorme de trafic qui vient tu vois, toutes les personnes qui ont peut-être quelque chose à dire ou ils ont une image, ils passent par vraiment ce studio-là. Ça permet de connecter des gens comme la façon que je t'ai connecté, puis... Non, mais tu as entièrement raison. Tu sais, si je peux me permettre, j'ai mon meilleur ami qui m'a ouvert Là on jase, qui est aussi un podcast. On est sur la 2e année, 35e épisode. Et puis c'est grâce à ça. Lui m'a invité en tant que sommelier. J'ai un petit rôle de 5 minutes dans le podcast. Et puis ça m'a ouvert tous les... C'est pas les clients, mais les personnes interviewées que je connaissais pas par son réseau de contacts sont venus à moi. Puis on sympathise, boum, on fait des repas d'affaires, des relations. Et puis là, j'arrive. Donc c'est très puissant. On se rend pas compte de ce rôle-là, mais c'est très, très puissant l'échange humain. Tu sais, on va dans l'IA là en ce moment, là, on va dans plein de choses qui se développent, ça va très très vite. Mais ce qu'ils n'enlèveront jamais, là, c'est nos rapports, notre énergie qu'on a de 2 humains là ensemble. Là. C'est pour ça qu'on est la race la plus développée sur Terre, là, l'humain. C'est parce que nous, on a des relations sociales. Et présentement, si on se développe, qu'on s'est développé depuis des millénaires, là, c'est parce qu'on a ce rapport. Et puis l'IA ne pourra jamais l'avoir, ce rapport-là. Et notre force, le réseautage, notre force des personnes qui savent communiquer ou qui prennent l'énergie de l'autre pour leur donner, ces métiers-là, ils s'enlèveront jamais, 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 jamais. Donc, les skills à avoir pour l'avenir, là, tout de suite,
même si tu es gêné, c'est d'enlever cette gêne et puis d'aller vers l'autre, c'est de se forcer à vouloir communiquer, à vouloir apprendre, à vouloir échanger, parce que le reste, on ne sera pas assez fort. Tu sais, l'IA va le faire pour le reste. Ouais. Mais ils ne pourront jamais sentir ton sixième sens. C'est, hey, il y a quelque chose qui me gênait avec cette personne-là. Hey, pourquoi j'irais en partenariat avec lui? Tu sais, un petit feeling, là, que de 1% en feeling, quand tu ne pars pas en partenariat, ben parce que ce 1% va se transformer après 6 mois en 10%. Au bout d'1 an, 20%. Puis au final, ben, après 3-4 ans de partenariat, ben, tu ne sais plus si tu veux être en partenaire avec lui. Parce que ce feeling-là, il te protège. C'est vrai. Notre sixième sens se protège. Et le sixième sens, il ne l'aura jamais, l'IA. Donc c'est important de connaître avec qui travaille, de se déplacer, d'avoir des relations vraiment physiques avec les personnes. Et je pense que moi, je mise quasiment tout là-dedans personnellement, parce que je sais que ma business, je veux savoir que les gens ils ressentent mon énergie, ma passion, ma détermination. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas transposer à travers un écran ou à travers une présentation, un pitch deck, là, quand ils vont recevoir qu'est-ce que je fais ou comment je le fais. Par contre, là, moi, quand je te parle, je peux te donner, tu peux le sentir. C'est comme on en parlait, tu me disais tantôt, là, avant qu'on soit enregistré. Moi, depuis quelque temps, là, mon énergie, c'est même pas du tout financière. Là. Tu sais, je pense que je suis encore plus pauvre qu'il y a 5 ans avant le Covid. Là. Mais j'ai une énergie, une volonté. En fait, c'est comme un feu que j'attise avec le monde et avec le réseau. Et là, j'ai l'impression que ça prend feu et que je suis plus capable de contrôler le feu. Là. Tu sais, c'est parti. Là, wow, tout brûle autour de moi, mais positif. Tu sais. Et puis, moi, ça me donne une passion. Ça me permet de me lever le matin vraiment allumé et puis avec une envie extrême. Et on reste entrepreneur. Tu sais, il y a des downs, tu sais, quand le feu brûle, s'il n'y a plus de vent pour alimenter ça, et d'un coup, d'un seul, là, il y a des journées où, merde, est-ce que je vais vers la bonne direction? Quand tu disais que tu as traversé des moments difficiles, on va en traverser tout le temps, et puis c'est pas difficile, c'est encore pire que ça. Pour ceux qui le vivent vraiment, là, je pense que tu pourras... Tu sais, moi, il y a des journées où j'ai envie de rester dans mon lit puis caché, là, parce que mon cerveau a trop de choses, assimiler trop de choses, voir trop de choses. Est-ce que je vais vers la bonne direction? On se remet en question régulièrement. Ouais. C'est dur, vraiment, sincèrement. Enfin, pour moi, émotionnellement, c'est dur. Est-ce qu'à ce jour, tu te remets toujours en question sur certaines choses ou là que tu dis que ton feu est allumé, tu es confiant que fuck it, je m'en vais cette direction-là? Quasiment tous les jours, je refocus. Quasiment tous les jours. Moi, j'ai un tableau là, dans mon bureau. Et puis, il y a 3-4 phrases qui changent avec les années. C'est un tableau de visualisation que j'ai juste depuis 2 ans. Mais l'année dernière, il a tellement bien fonctionné que je l'ai refait cette année. Et puis, il y a des choses vraiment de base, que ça se paraît naturel, mais tu ne le fais pas quand la vie va trop vite. Donc, moi, j'ai mis en gros moment de qualité avec mes enfants. C'est la famille. En gros, c'est écrit famille, là, moment de qualité. Derrière, c'est écrit focus. Et puis, c'est savoir dire non aussi. Savoir dire non à ce qui... Moi, je suis aligné. Je sais le why qui est là, puis c'est quoi les étapes. C'est déconstruit avec des objectifs clairs et précis, avec des dates pour que ça se réalise. Et puis, si toi, ça s'est aligné complètement dans mon mindset de hey, je veux aller vers là, je veux que les gens me connaissent un petit peu, qui fait derrière ça pour mon brand qui s'appelle Signé Léon, là, qui va sortir dans pas longtemps, pour regrouper mes 7 compagnies. Donc ça, je me fais connaître, je fais connaître au monde des petites choses, que tout est possible, j'aime ça. Mais par contre, il y a des rendez-vous. Hey, j'aimerais ça que tu m'apprennes l'immobilier. J'ai vu sur les réseaux. Non, malheureusement, je suis obligé de dire non maintenant. Il y a 3-4 ans, je disais oui parce que j'avais envie de redonner à ces personnes-là ce qu'on m'avait donné et tout. Mais là, présentement, malheureusement, en ce moment, il faut que je m'occupe de moi pour pouvoir m'occuper des autres après. Exactement. Au bout d'un moment, il faut savoir prendre soin de soi, grossir comme il faut grossir pour être à l'aise financièrement et puis avoir une certaine liberté financière. Et puis après, une fois que je l'aurai, cette liberté financière, j'aurai cette liberté pour dire oui. Mais pendant 10-15 ans que je suis entrepreneur, moi j'ai toujours voulu aider les autres, tout le temps, mais avant moi. Donc je me suis jamais aidé. Et donc ça m'a mis dans le trouble énormément. Oui, définitivement. Surtout peut-être ta relation personnelle. Des fois, ta conjointe peut commencer à questionner. Il faut que tu arrêtes de faire ça. Il faut que... Question pour toi, parce que tu as dit quelque chose de super clé, puis c'est pour ça que je trouve que c'est drôle comment on est aligné en ce moment. Ça t'a pris combien d'années apprendre à dire non? Et j'ai appris ça, c'est même pas moi c'est même pas de moi-même, c'est de Manu Lemire, une cohorte de Manu Lemire qui est un coach en entrepreneuriat, qui a 4 ans, j'ai fait une cohorte et puis ça m'a fait comme apprendre à dire non. Tu sais, je ne connaissais pas ce concept-là et puis c'est d'une force et puis tu te sens tellement mieux parce que tu es aligné avec tes valeurs, tu es aligné avec ce que tu veux faire, dire non. Mais dire non, c'est pas contre la personne, c'est juste parce que toi, il faut savoir accepter que tu as une réalité aussi et puis que tu peux pas faire plaisir à tout le monde, c'est impossible. Donc le savoir dire non, puis même c'est presque une marque de respect pour l'autre, de dire non, moi je suis aligné avec ce que je fais, ce que je vis,
pour l'instant, c'est pas le bon moment. Non, je peux pas venir à ton événement. Tu n'es pas obligé de te justifier, là. Au bout d'un moment, il faut Exactement, rester ne aligné. pas se justifier. Tu dis non parce que tu peux pas, et puis la personne, si elle comprend pas, c'est juste qu'elle est pas prête à comprendre, ou elle ne fait pas encore partie de ton univers, et puis elle comprendra peut-être plus tard, ou elle comprendra pas, et puis tu vas passer à autre chose, parce que on est trop nombreux sur cette terre pour se focus sur une personne qui est justement pas alignée dans ton focus, toi, personnel. Tu sais, on a chacun le sien, et puis je pense que faut faire des choix. Et puis là-dessus, ça m'a vraiment aidé beaucoup, parce que au lieu de, comme je te dis, de partir à droite, à gauche, et puis d'aider, parce que est-ce que j'aidais vraiment ces gens-là? Je ne suis pas certain. De 1 heure de plus, j'accompagnais, j'essayais, puis je pensais que c'était ce qu'il fallait que je fasse pour moi, parce que je me sentais bien après avoir aidé quelqu'un. Mais c'est temporaire, je l'ai aidé aujourd'hui. Moi, demain, ça ne m'a pas aidé. Le lendemain, quand je me lève, j'ai aidé quelqu'un, mais moi, je ne me suis pas aidé. Donc, mes années passaient comme ça. Puis ma femme, tu sais, ça fait du temps que je suis avec, elle me disait, hey, on a un pattern. On répète toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il faut qu'on brise, qu'on casse pour qu'on évolue nous et après qu'on aide les autres. Puis tu aideras les autres quand tu seras. Tu sais, pour avoir plus d'argent, il faut avoir plus d'expérience pour aider les autres aussi. Tu sais, c'est une belle mentalité, puis c'est une belle valeur d'aider. Mais aide-toi d'abord pour aider beaucoup plus et de meilleure qualité les autres. Tu sais, moi, qu'est-ce qui me touche derrière justement ce que tu dis, pourquoi ça m'attire l'attention, parce que là, cette année 2026, c'est mon anniversaire de 10 ans que je suis en affaires, que je suis entrepreneur, que j'ai ma business. Et c'est cette année-là que je me suis réveillé, je me suis dit, je vais dire non à tout. Je vais dire non le plus possible à tout. Tu sais, c'est pas le plus possible pour juste le dire, mais les choses qui ont juste aucune valeur ou qui m'amènent, qui vont pas me rapprocher à mon objectif final. Puis depuis le début de l'année, j'ai commencé à dire non à quelques trucs, puis je vois déjà la friction sacrée dans la relation avec les personnes que je dis non. Mais est-ce que toi, tu ne sens pas un peu plus léger? Puis en fait, ton esprit, quand tu dis non à quelque chose, il va s'enlever de ton esprit. C'est passé à autre chose. Ton esprit va passer à autre chose. Parce que si tu dis oui ou peut-être ou quoi, t'es pas, comme tu dis, tu n'es pas aligné avec tes valeurs. Donc ton cerveau, inconsciemment, tu uses de l'énergie pour ça. Est-ce que j'aurais dû lui dire oui? Comment je vais faire quand je vais aller là-bas? Est-ce que j'amène... Tu sais, il va penser à ça. Donc là, tu as une partie de ton énergie qui est focus inconsciemment, mais qui te brûle de l'énergie pour quelque chose que tu aurais dit non, ça part. Boum, tu vas pouvoir te focus sur autre chose. C'est l'importance de se libérer de l'inconscient, c'est très très important. Là, je ne connaissais pas ça parce que je n'étais pas là-dedans, dans la neuroscience, tout ça. Et puis là, je commence à m'intéresser à ça vraiment. Je suis TDAH, j'ai du mal à être concentré, donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Comment ça réfléchit, comment ça évolue? Mais justement, c'est ça. Il faut se libérer de la mémoire. Il y a un poids qui se libère. Ces dernières fois-là, que ce mois-ci, le mois dernier, là, j'ai vu quelque chose, non. C'est vraiment là, non. Ça, non. Juste ce client qui voulait venir travailler avec moi, non. Quand j'ai vu que ça amène aucune valeur, ou sinon, encore là, je ne suis pas capable de te livrer la valeur. Ouais. Même que si tu me payes, non. Ça fait du bien. Ouais. T'es comme, wow. Puis le problème derrière ça, c'est que c'est un concept qu'on a déjà entendu parler, le concept du non. Ouais. Il doit y avoir énormément de clips dans les médias sociaux où est-ce que tu peux voir quelqu'un qui dit pourquoi dire non, c'est important. Même qu'est-ce qu'on est en train de dire, puis je vois que ça serait un clip en tant que tel. Mais du moment que tu n'es pas rendu à cette étape-là de ta maturité personnelle, de pouvoir dire non, tu ne peux pas comprendre c'est quoi le dire non, puis tu vas continuer à dire oui. Puis je pense qu'il faut l'appliquer très tôt dans sa business ou dans le monde d'entrepreneuriat. Parce qu'au début, on dit oui à tout. Pourquoi on dit oui à tout? Parce qu'on ne sait pas vraiment vers où on s'en va. On a envie de faire plaisir aux gens aussi. On veut faire plaisir. Tu sais, quand tu dis oui, c'est pour faire plaisir. Mais tu penses faire plaisir. Mais si tu ne sais pas sincère, le plaisir, je ne pense pas que ça soit... tu penses pas que la personne, elle le ressent et puis c'est pas sincère. Parce que tu n'as pas la même énergie quand tu vas quelque part et que tu ne voulais pas y aller que si tu y vas avec la passion et puis l'énergie positive. Mais je trouve que c'est essentiel de dire oui. Et comme très souvent... dans les débuts, moi, je dirais dis oui à tout. Comme ça, tu peux commencer à filtrer les choses que tu n'aimes pas. Super important. Ouais, le plus vite que tu dis oui à tout, le plus tu vas te planter, le plus que tu vas te réaliser « je n'aime pas ça », le plus tu vas te rapprocher de maîtriser le non avec confiance puis que faire les choses qui te plaisent. Puis encore là, facturer pour des choses que toi, tu sens bien. Puis l'autre personne va voir comme « OK, je suis prêt à payer ça ». Oui, c'est... moi, j'appelais ça le pouvoir du pouvoir. Le pouvoir du pouvoir. Parce que dans la vie, là, on a quelque chose qu'on ne se rend pas compte, mais on peut dire non, on peut dire oui, mais on a un pouvoir de choisir. On a tout le temps ce pouvoir-là en nous. C'est comme un pouvoir magique, parce que le pouvoir de pouvoir, c'est-à-dire que c'est très rare la personne
qui n'a pas le choix. Dans la vie, t'es toujours des choix. Et puis, il y en a qui disent pas faire un choix, c'est en faire un aussi, peut-être. Mais c'est ce pouvoir-là. Et puis, on ne l'utilise pas assez. Et là, donc, c'est le pouvoir de dire non, le pouvoir de faire ci, le pouvoir de faire ça. C'est les gens qui sont devant leur télé, qui disent j'arrive pas. Tu sais, c'est difficile actuellement, on va dire, pour tout le monde. Là. Tu sais, les salaires ne suivent pas, l'inflation monte. Et puis, c'est difficile pour les entrepreneurs, c'est difficile pour la classe moyenne. C'est très difficile pour les personnes qui sont sur le salaire minimum. Mais malgré tout ça, j'ai envie de leur dire, vous avez le pouvoir de changer les choses. On n'a jamais eu autant accès à l'information que maintenant. On n'a jamais eu autant de possibilités d'évolution positive. Juste, tu as le pouvoir de changer. Et puis, ce n'est pas défini par ce que tu as vécu dans ton adolescence, dans ton enfance. On a tous nos souffrances, tous des souffrances. Et puis, il y a des gens aussi qui n'ont pas eu de souffrance et puis qui ne sont pas forcément plus heureux maintenant. Donc, ce n'est pas une question de storytelling, de ce que tu as vécu. C'est une question de maintenant. C'est quoi la décision que tu prends maintenant ? Tu sais, c'est juste le faire comprendre que tu l'as en toi, ce pouvoir de changer, d'évoluer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais moi, je sais que je ne suis pas la personne pareille il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans. Puis c'est grâce à tout ce que j'ai vécu, j'ai vu sur les réseaux sociaux que on peut faire ça, on peut transformer, on peut. Et puis, tu essaies de devenir une meilleure personne jour après jour. Là. Mais je pense que ce pouvoir-là, j'ai envie de le dire aux gens. Il faut en parler. Je pense que c'est bien, justement. C'est un bon sujet que j'apprécie beaucoup. Puis c'est pour ça que je trouve qu'on est tellement alignés sur des choses. Une autre chose que tu as dit qui est super, qui m'attire l'attention, le focus. As-tu des trucs pour le focus? Parce que tu dis que tu es TDAH, fait que tu es facilement distrait. Parce que, regarde, moi, je suis facilement distrait, mais je n'ai jamais été diagnostiqué TDAH. Puis je pense que je le suis. Ouais, je pense que si on est entrepreneur, puis c'est sûr qu'on est TDAH là, un peu tous. À notre niveau, je ne connais pas vraiment ce que c'est le TDAH non plus. Tu sais, il y a des enfants qui le sont pas. Moi, je suis élevé à l'européenne. C'est complètement différent de l'Amérique du Nord. C'est-à-dire que moi, je prenais des claques, je prenais des fessées. Mes enfants, je n'ai pas levé le main sur mes filles, mais j'ai fait peur à mes filles. Tu sais. Puis il y a 8-10 ans, il y en a eu certaines qui ont eu des fessées. Tu sais. Et puis c'était à l'européenne, j'ai été élevé comme ça. Il n'y a pas d'histoire de TDAH. Moi, je te regarde dans les yeux. Tu sais, je te regarde dans les yeux et puis non, tu le fais pas. Il n'y a pas d'histoire. Ouais, mais elle a des... Non, je ne vais pas donner de médicaments à mes enfants. Là. Exactement. Moi, je suis comme ça, mais c'est ma perception. Je vais te challenger là-dessus et puis je le comprends parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas rien, mais moi, ma perception, c'est mon éducation qui me l'a donné comme ça et c'est ce que j'ai retranscrit à mes enfants. Et maintenant, mes enfants qui ont été élevés comme ça, heureusement pour moi, l'éducation, à chaque fois que je sors quelque part, que je vais à l'école, tes filles, elles ont des valeurs exceptionnelles, elles ne bougent pas, elles ne disent rien. Quand on leur pose une question, elles sont toutes sages, elles ne sont pas énervées, excitées, elles respectent le monde. Parce que je pense qu'il y a un cadre pour les enfants à limiter. Et puis si tu les laisses s'exprimer en tant qu'enfants, c'est le fun, mais il faut les encadrer. Tu sais, dans la vie, on a tous un cadre, là, on ne peut pas déborder du cadre. C'est une vie en société qu'on a. Alors oui, les enfants, il faut les laisser s'exprimer. On sait des enfants, il faut les laisser rire, s'amuser. Oui, entièrement d'accord qu'il faut les laisser s'exprimer à maximum. Mais il faut qu'ils restent dans le cadre, tes enfants. Parce que s'ils ne restent pas dans le cadre pendant qu'ils sont enfants, comment tu veux qu'ils respectent quand ils seront adultes ? Impossible. Ils n'auront pas eu de barrières. Donc moi, il y a des barrières qui sont sociales, qui sont des valeurs, qui sont des choses que tu ne peux pas dépasser. Et puis, quand tu dépasses, ça fait très mal. Mais dans la vie, ça fait beaucoup plus mal que ça quand tu dépasses des barrières et que tu te loupes. Là. Tu sais, les enfants qui vont devenir adultes et qui ne comprennent pas ces barrières, ce n'est pas des fessées. Là. Ça serait le fun qu'ils prennent juste une fessée. Mais ce n'est pas des fessées qu'ils vont prendre, c'est des grosses claques dans la face de perdre beaucoup d'argent, perdre beaucoup d'amis, pas avoir la confiance de leur employeur, pas pouvoir s'exprimer avec d'autres personnes parce qu'ils n'auront aucune barrière. Donc eux, ils vont être laissés à eux-mêmes un petit peu. Et puis à médicamenter. Tu sais. Voilà, c'est pas... Tu vois un petit peu vers où c'est pas un débat, c'est juste ma version personnelle et puis je l'assume complètement parce que je suis qui je suis. Puis, c'est pas mais ça, c'est quelque chose que même on voit dans les médias sociaux des personnes manifester où est-ce que la fessée devrait revenir à la mode. Ça tue pas une fessée, si? Je sais pas. Il y a peut-être un danger. En toute sincérité, je le sais pas. J'ai jamais appris quoi que ce soit. Mais c'est juste mettre... Hey, moi, j'étais élevé comme ça. Moi aussi. Puis j'étais latino. Puis il y avait une ceinture, moi, en plus. Alors, le ceinturon. La merde, des fois. La gougoune, n'importe quoi là, qui était à portée de main. Ben oui. Puis, tu sais, moi, c'est drôle. Des fois, je me souviens, quand je savais que ça s'en venait, je m'en allais chercher les oreillers, tu sais, dans le chat. Puis là, ma mère me prenait d'un bras, elle enlève tranquillement l'oreiller, juste pour que tu sentes... C'est des histoires, mais est-ce qu'on est plus malheureux? Je pense pas, là. Au contraire, non, puis je suis fier de ça parce que je pense que, justement, quelque part... Parce que je connais des personnes de mon environnement où est-ce qu'ils l'ont pas eu. Ouais. Et je vois vraiment
qui tu es aujourd'hui Ouais. sans me comparer. Mhm. Mais admettons, on dirait qu'il y a certaines valeurs que tu n'as pas, qui ne te permettent pas d'être à ton plein potentiel, puis juste parce que peut-être on ne t'a pas discipliné assez, ou est-ce que maintenant tu prends beaucoup de choses pour acquis, tu fais des erreurs qui coûtent très cher, puis tu sais, encore là, comme... Tu n'as pas été encadré, tu n'as pas moins bien T'as pas été encadré. encadré. Et là, tu parlais tantôt du focus, j'ai dévié un peu sur le focus et puis je reviens Justement, tu vois. à ta question à la TDAH. Non, on n'est pas TDAH. Mais le focus, déjà, moi, c'est vraiment écrit sur mon tableau. C'est écrit focus, c'est le mot le plus grand. Et puis, c'est vraiment tous les jours. À chaque fois que je fais une action, j'essaie de me dire, est-ce que ça, c'est pas une action, on va dire vraiment ça, mais un rendez-vous d'affaires où je prends une décision, je fais, est-ce que ça s'aligne vraiment à ma vision? C'est trop nouveau, là. J'ai fait une vision 10 ans, 5 ans, 3 ans. Et puis, je regarde, hey, dans 5 ans, je veux être là. Est-ce que ça s'aligne avec cette vision-là, que dans 5 ans, ça marche? Est-ce que ça va vers la ligne directrice ou non, ça me dévie encore à gauche et à droite comme je fais tout le temps? Et est-ce que cette nouvelle compagnie, elle est pertinente pour ça? Est-ce que ce nouveau rapport, ce partenaire, il est important pour aller vers là ou pas? Et puis, ça, c'est vraiment quasiment quotidien. Et pour éviter d'y aller quotidien et puis de se rappeler, c'est sûr que moi, tu sais, mon emploi du temps, je définis mes matinées, mes après-midi aussi, avec une structure pour que ça soit de plus en plus mon cerveau qui ne soit pas tenté d'aller à droite ou à gauche. Tu sais, je fais mon emploi du temps en fonction de, OK, on avait déjà défini que c'était ça comme ça, parce que c'est ce qui m'amène là-bas. C'est ce que je te disais tantôt. Des objectifs clairs, précis et datés. Une fois que j'ai mis l'objectif, je le déconstruis. Vraiment le construis, je fais 3 étapes, 4 étapes, puis je les note. C'est quoi l'étape 1? C'est comme une roadmap. Roadmap, on fait une première dans 15 jours. C'est quoi mon objectif dans 15 jours? Est-ce que je l'ai réalisé? OK, c'est quoi l'objectif dans 2 mois? OK, c'est quoi l'objectif dans 6 mois? C'est quoi l'objectif à la fin de l'année? Ça, c'est mon 2026. Après, j'ai 2027, 2028, 2029 qui sont ensemble pour 3 ans. C'est quoi l'objectif final de 3 ans? OK, est-ce que j'y suis arrivé? Puis après, j'ai l'objectif dans 5 ans. Parce que ça, c'est l'objectif d'être tranquille, libre financièrement. Puis est-ce que les actions que j'ai mises là vont m'amener à ça? C'est pas si compliqué que ça. Hein? Puis justement, de là à le pouvoir du dire non. Dans ton cas, le focus, est-ce que tu le maîtrises à 100% ou tu es encore peut-être à 80, 90? Je te dirais, je suis même pas là, je suis peut-être 70, 75 parce que il y a le côté travail et puis il y a le côté, mon intérieur, le côté plaisir. Le côté, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le faire, même si ça n'a pas un rapport avec m'amener où je veux être, mais j'ai envie de le vivre, ou j'ai envie de tenter l'expérience. Tu sais, donc là, je sais que ça va me faire perdre peut-être une demi-journée, une semaine, des fois un mois, parce que je vais m'orienter vers quelque chose qui n'est pas pertinent maintenant. Tu sais, c'est comme faire mon branding perso. Voilà, ça fait 5 ans là, que je veux me faire un branding perso. Parce que j'ai envie de transmettre ma storytelling, j'ai envie de transmettre mon énergie, ma détermination, tout ce qui m'est arrivé. Ça fait maintenant 25 ans que je suis dans le monde du travail. J'ai monté plus de 20 compagnies. J'ai 12 compagnies actuellement. Tu sais, j'ai quand même un certain historique et puis je peux en parler de toutes les erreurs parce que moi, j'ai l'impression d'avoir fait tous les plus bas pour les montagnes russes. Mais on est plusieurs dans ces cas-là. Donc, je voulais vraiment mettre mon brand perso en avant pour tout ça. Puis, en fait, le brand perso, il faut d'abord avoir des compagnies opérantes ou de l'argent qui rentre avec des choses structurées qui ont marché avant de faire un brand perso. Parler de tes anecdotes, ouais. C'est ça. Mais moi, il faut faire son brand perso. Encore quoi? Pourquoi? C'était quoi, brand perso? Pour aider les autres. C'était pas pour me mettre en avant. C'est parce que c'est une histoire que les autres auraient évité certaines erreurs et ils auraient eu certains réseaux. Et ben là, j'ai encore du mal avec ça. J'aime toujours. Et je suis en train de regarder, tiens, comment on pourrait mettre le brand perso? Qu'est-ce qu'on peut structurer? Alors que ça, c'est pas du tout dans mon focus. Parce que je pourrais réussir sans brand perso à vie. Moi, mes compagnies, il faut qu'elles aillent là, il faut qu'elles fassent ça. C'est ça, mais on s'en fout de qui je suis, qui monte ça. Les compagnies, elles ont une entité, elles font tant de revenus, de bénéfices, et puis c'est ça qui va me faire gagner. C'est le fun de développer un brand perso, comme tu dis. Regarde, moi, j'en ai développé un, puis c'est juste peut-être il y a 2 ans que j'ai réalisé que j'avais une image que j'avais bâtie. Avant ça, pour moi, c'était juste comme, je veux bâtir un podcast pour générer des leads. Ouais, c'est ça que je voulais. Ça a marché? Ça a marché, pas comme prévu, mais ça a marché mieux que prévu. Okay. Mais je n'avais jamais calculé que ça allait se passer de cette façon-là. Plus lentement, peut-être? Plus lentement, oui. Ouais, aussi. Moi, je pensais que dès la première année, j'allais déjà avoir des leads qui allaient rentrer, qui allaient acheter ci, qui allaient acheter ça. Mais ça a pris encore là. Bâtir un personal branding
pour que là, la confiance soit établie et les personnes commencent juste à acheter, tu sais, puis acheter, c'est pas comme je t'ai vu, je vais acheter maintenant, mais c'est plus j'ai acheté ta confiance, puis de la confiance, tu peux commencer à convertir ça en une relation qui va s'en aller quelque part. Fait que c'est là que, tu sais, ça m'a pris peut-être encore là ce 4 ans pour voir, OK, j'ai quelque chose. 2025, c'est là que j'ai commencé beaucoup plus à l'exploiter. Et maintenant, en 2026, je pense que c'est dans ce nuage-là, un peu similaire à toi, c'est que là, tu as la confiance, là, tu as le réseau, là, tu as la crédibilité, là, tu as les contacts, puis là, tu es comme... Maintenant, quand tu mets ton nom sur quelque chose, ça arrive. En fait, ce que j'appelle, c'est l'effet de boule de neige. Construire la boule, c'est ça le plus dur. Une fois que tu as fait un premier tour de roue et que la boule, elle a construit, maintenant, elle va aller de plus en plus vite, elle va grossir de plus en plus. C'est vrai. Mais c'est combien de temps ça va nous mettre à faire notre boule bien, bien dure pour pas qu'elle explose en route, pour vraiment qu'elle... Parce qu'on va dévaler la pente à une vitesse folle, et puis on va construire, on va la grossir avec plein de neige qui va venir autour. Puis toi, ton brand perso était plus pertinent que moi, parce que dans le monde visuel, tu sais, le monde visuel, il faut que les gens sachent quitter. Tu es au podcast, c'est un peu différent. Puis... félicitations pour ce que tu fais. Puis j'aime bien ton brand, ton énergie, ton look, les lunettes, les tout. J'aime ça. Il y a quelque chose de très positif là-dedans, dans tout ça, comme le sourire, l'authenticité, la transparence. Tu fais pas fake. Tu vois ce que je veux dire? Tu es là, on parle, on jase. Il n'y a pas une seule question qui a été préparée. Là. Moi, j'aime l'authenticité. Les gens... Moi, j'ai mes questions, mais j'en ai posé zéro jusqu'à date. Tu avais des questions, mais tu en as posé au zéro. Mais tu vois, c'est ça que je veux redonner aux gens. Ce qui m'a permis le plus de réussir là, au jour d'aujourd'hui, actuellement, c'est vraiment la transparence. Le côté d'être sincère en tout temps, de jamais mentir. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, j'ai quand même 43, donc à 25, je pensais que la jeunesse, c'était une force. Il y a des gens qui sont des seniors qui vont t'aider parce qu'ils auraient aimé aider un plus jeune. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas l'expérience ou l'expertise. Si tu as la bonne volonté ou les bonnes énergies à mettre là-dedans, ils vont t'accompagner. Ce n'est pas un défaut d'être jeune. Ce n'est pas un défaut de ne pas tout savoir. On ne pourra jamais tout savoir. Mais de savoir dire « je ne le sais pas, je vais m'informer »,« je ne le sais pas, j'ai peut-être un contact qui le sait », c'est beaucoup plus puissant que « oui, tu peux le faire comme ça », de penser savoir tout pour impressionner. Ça ne sert à rien du tout. Il faut vraiment... Ta méconnaissance est une force parce que tu l'assumes et donc tu sais où t'améliorer. La personne sait à qui elle a affaire exactement. Et c'est important d'être vraiment authentique. C'est vraiment ce qui m'a permis de grow up très très vite avec les réseautages et puis les contacts en immobilier. C'est parce que moi je vous ai toujours dit, l'immobilier ça fait juste depuis 2021 que je suis en immobilier. Ça fait juste 4 ans. Ça fait 5 ans maintenant. Puis je connaîtrai jamais tout, je connais pas tout, mais j'ai fait marche par marche en toute transparence que non, ça je sais pas le faire. Ça me prend un partenaire ou non, j'ai pas l'argent, ça me prend un prêteur privé ou non. Puis les gens ils savent à qui ils ont affaire, comment ils ont affaire. Donc il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de ce qu'on appelle ça des squelettes dans le placard ou des choses comme ça, parce que il l'a fait à sa manière, de sa façon. Et puis, il n'y a personne qui peut après te critiquer ou te dire hey, il a fait ça. Non, il a fait ça avec ses possibilités, ce qu'il pouvait faire en ce moment. Il a donné son 110% à chaque fois. Et puis, donc, quand tu donnes ton 110% à chaque fois, tu ne peux pas avoir de regrets. Donc ça, c'est cool parce que dans la vie, c'est ce qui te tue, c'est les regrets. Quand tu t'en lis de mort, tu veux pas de regrets. Donc, en transparence, tu fais ça avec les moyens du bord au moment où tu le fais. Et puis derrière, c'est ça t'ouvre des portes parce que les gens ils voient que avec tes forces, avec ce que tu as actuellement, ta caisse à outils, tu essaies d'aller plus haut. Et puis ça te donne une belle image. Tu vois, ce que tu dis, c'est un peu cette leçon-là que j'ai appris avec le studio ici. C'est que j'ai ouvert ce studio-là sur le pif. Tu sais, mettons, je suis allé à l'université, puis à l'université, OK, il faut que tu sois structuré. Fais ton analyse de marché. Est-ce qu'il y a un potentiel de pénétration? Fais ton plan d'affaires. Comment ça va fonctionner? Fais tes prévisions. Blablabla. Tout ça, je ne les ai pas faites. Moi, j'ai juste j'ai fait un podcast. J'ai des gens, c'est le côté plus marketing. J'ai des gens qui me demandent, oh, j'aimerais ça, genre, emprunter tes affaires ou je peux-tu enregistrer avec toi? Comment ça marche? Comment ça coûte? Fait que c'est là, je suis comme, OK, je vais ouvrir un spot. J'ai investi sur de l'équipement. Je me suis lancé sans savoir en quoi. Très belle production. Et ce qui se passe aussi, j'ai appris énormément de choses parce que l'affaire, quand tu rentres dans ce domaine-là, mettons, du média moderne, médias sociaux, podcasts, puis tout ça, habituellement, OK, toi, en immobilier, tu as une question, tu peux aller voir quelqu'un qui l'a déjà faite. Moi, j'ai une question, j'ai personne qui l'a déjà fait. Des balados, des podcasts, c'est récent. C'est comment ça fonctionne? Comment tu le vends? Comment tu monétises? Et tu sais, je suis là-dedans présentement avec mon partenaire. On arrive, tu sais, comment se faire commanditer un podcast là, c'est comme. Ça, je suis bon. Ah ouais, t'as commandité, t'as des j'ai fait, si je calcule,
Ah Je ouais? pense que j'y calcule T'as dans réussi à les faire années que j'étais ici, je dois avoir fait à peu près 400 000 Waouh! en Waouh! revenus à Waouh! cause de commandite. Ah ouais! Je suis pas pire. Je suis pas Ah ouais, pire. c'est très très bon parce que nous, on a quand même. euh, Pareil, on a vraiment une très très belle équipe de production. On est comme les gens qu'on a invités sont exceptionnels, que ce soit du monde des affaires, du monde des sports, des anciens joueurs du Canadien, des chanteuses, des humoristes, des personnes à succès au niveau de l'entrepreneuriat. Puis c'est ce qui nous permet d'en avoir encore plus, cette Mhm. image-là. Mais aller chercher des commandites, c'est notre grosse faiblesse présentement, malgré que je connais beaucoup de monde, tout ça. Puis moi, c'est pas mon rôle à temps plein. On s'entend que c'est mon partenaire qui est là-dedans. Et puis lui, il est aussi courtier immobilier résidentiel et commercial, donc il a sa réalité. Et puis notre prochaine étape, là, c'est comment on fructifie le, le podcast. Là. Puis, Regarde, on en jasera peut-être en dehors de l'émission, là, mais je serais mais je curieux peux te d'avoir donner ton... des perspectives, Ouais, même qu'on va partager ici avec dans la plaisir, conversation. avec plaisir, ouais. La première chose, c'était la plus grande erreur que j'ai réalisée que dans le monde des créateurs de contenu qu'on fait, c'est qu'on pense que plus les chiffres, plus les followers que tu as, c'est comme ça que tu vas être valorisé. Et ce que j'ai réalisé, pas nécessairement en termes de quantité, mais plus la qualité de c'est quoi le réseau. C'est qui les personnes. Parce que si tu as 1000 personnes, regarde, si tu as 1000 personnes, puis tu sais déjà que tu peux en convertir 10 100 personnes qui vont acheter un produit, c'est beaucoup mieux qu'en avoir 100 000 puis tu vas avoir 1 de ça, tu sais, 10 Non, je comprends ce que tu veux Tu sais, dire. tu vois, il y a une qualité c'est une derrière. niche, c'est une niche. On sait que ces personnes sont nichées. S'ils restent là, c'est parce qu'il y a ce type d'audience-là, ce type de qualité-là. Donc, on a une clientèle cible qui est déjà présente, Exactement. qui est beaucoup plus... ouais, je comprends tout à fait. Fait Ouais, ok. Vise sur la qualité plutôt C'est que ce la qu'on fait depuis le quantité. début. Ouais. La micro-niche, en ce moment, est très populaire parce que encore là, elle est beaucoup plus authentique. Ouais. Parce qu'à un moment donné, quand tu atteins, mettons, un 50 000 followers, là, essaie de parler puis plaire à 50 000 personnes. À un moment donné, que tu dis quelque chose, il y a quelqu'un qui va commencer à diverger, qui va être contre, puis c'est correct avoir de la critique, ça fait partie de la game, mais à un moment donné, pour redonner la valeur même à ton partenaire, c'est pas cette personne-là qui va donner cette valeur-là. Oh. Mais si tu as, admettons, un 5 000, mais tu sais déjà que tout le monde est aligné dans les mêmes valeurs parce que ça a été filtré, sont présents, ça a été cette niche-là. Là, c'est beaucoup plus facile de convertir puis la valeur que tu ramènes. Tu as entièrement raison. Et puis, ça me revient à ce que je fais en médias. J'ai une compagnie de médias où je peux afficher dans les bars J'ai 800 clients présentement. Donc, j'ai plus de 1000 télés où j'affiche. Et puis, ma clientèle cible, je leur dis, regardez, vous mettez le bord de l'autoroute, là, vos affiches publicitaires au bord de l'autoroute, vous allez peut-être avoir 2 à 3% de votre clientèle cible. Parce que il y a une personne âgée qui va conduire, il y a une mère de famille qui va conduire, il y a un gars de la construction. Tout le monde passe par là. Mais ta clientèle cible, ce que tu vends, ton produit, il va juste à une niche. Moi, dans les bars, cette chance que j'ai là, c'est les clients, ils ont déjà plus de 18 ans. Ils sont masculins pour la majorité. Ils sont issus du milieu de la construction. Enfin, ils ont un profil type. Tu comprends, ils consomment des boissons énergisantes, ils boivent de l'alcool. Donc, c'est ça, ta niche là, au podcast, c'est ça. C'est ce que tu dis là, c'est super important. C'est la valeur de ta clientèle et ce qui représente. C'est comme ça que tu as monétisé ça, toi. Mettons, regarde, on va prendre Dar Media. Donc, pour entrer un peu dans tes business, Dar Media, dans le fond, tu fais de l'affichage dans des espaces publics. Exactement, resto et bar, uniquement ça. Okay. Moi, ce que je pourrais dire, c'est tout selon encore là, c'est quoi la démographie, resto-bar, qui est comme tu l'as dit, 18 ans et plus, entre 18 et 35, on va dire. Tout selon aussi c'est quoi le resto, ainsi de suite. Mais moi, je serais prêt peut-être ça serait moi, je mettrais une offre où est-ce que, OK, tu as un forfait Gold où est-ce que je vais t'afficher dans tel endroit qui répond à ta critère. Puis après, j'ai un forfait plus premium où est-ce que, boum, je vais même t'insérer dans le podcast. Fait que cet extra-là, je pourrais le servir à même commandité dans le podcast. Où est-ce que là, tu peux commencer à peut-être, à cause qu'il a déjà acheté le package, mais là, tu peux monétiser, prendre un pourcentage de ce montant-là, puis le mettre dans ton podcast, puis amener cette valeur, cette vitrine de plus. Ah, wow. C'est puissant, c'est rapide. Tu vois, j'ai de l'expérience. Reviens demain, podcast. J'ai vu les scénarios. Là. C'est bon. Hey, c'est puissant. Ah ouais, j'aime bien. Faire du upsell, c'est beaucoup plus facile qu'un nouveau client. J'ai des clients fous. Moi, j'ai du Proprio en client, j'ai Bet99,
J'ai des Bro. grosses de podcasts. Tu sais, C'est j'ai- facile, on ça, a pour les BMO, rentrer on dans a tes BMO, tu sais. podcasts, Tu vois, d'abord. j'ai des gros annonceurs, tu sais. Puis moi, je cherche uniquement au niveau provincial. Donc, je cherche les franchises et les multinationales. Je veux plus de régional et de local parce que c'est beaucoup de travail. Et puis, il y a de la C'est pas la chicane même dans les valeur, bars. ouais. Et puis, il n'y a pas la même valeur. Alors que moi, dans les bars, un nouveau forfait ou quelque chose comme même aussi le gouvernement avec les préventions, tout ce qui est campagne de prévention, l'alcool, les femmes battues, la grippe qui s'en vient, il Mhm. faut être vacciné. Tu sais, je vais travailler là-dessus de plus en Tu sais, plus. je vais t'en donner Ah. une autre. Par exemple, tu sais, moi, dans mon cas de Black Box, c'est que un avantage que je donnais à tous les podcasts qui venaient enregistrer avec moi, c'est dans ma mission, c'était justement de trouver vraiment une façon de monétiser avec un partenaire, un sponsor, par exemple. Donc, l'affaire, qu'est-ce qui se passe que j'ai réalisé, c'est que si moi, Yellow Seat, ça va à un sponsor, je cogne à la porte, ça, c'est mes chiffres. Ça vaut juste les chiffres que je donne. Par contre, si je vais à ce même sponsor-là au nom de Black Box qui a 12 podcasts, Ouais. Black Box qui génère à peu près X millions de vues, puis c'est toutes les démographies variées. Ouais. Je sais déjà que dans mes 12 podcasts, par exemple, j'en ai 3 qui sont la même démographie que toi, mais pour un tel prix, vu que là, je t'en masse, Je comprends. je peux je vais te prendre toi puis je vais te placer là. OK. Fait que je fais du placement. Fait que moi, ce que je dis avec les brands que je travaille, tu me donnes un budget et moi, je vais faire le placement à l'interne pour toi. Accordément de ton audience en démographie puis aussi la communauté qu'on a accès. Je vais essayer après le podcast. Je suis sûr qu'il y a de la business à faire. On va s'entendre sur des choses. Mon cerveau, il tourne. Là, j'ai du mal à rester concentré sur la question. Parce que, alors, qu'est-ce qu'on va faire là comme ça, de cette manière-là? Ouais, mec, tu vois, ce client-là, je suis comme ça. Puis je fais comment je peux t'aider en retour? J'ai comme mon cerveau, mais bon, je vais rester concentré pour le podcast. Non, vas-y. Puis... Avant que ça prenne feu, tu vois, je te dis. On signe un contrat, on va le faire devant les... On va parler de comment on s'entend sur une commandite, pas une commandite, mais un partenariat en live. Là, regarde, streaming, ça peut être nouveau. Même moi, je suis en train de, regarde, les leçons que j'ai apprises à Black Box, il y en a des bonnes, il y en a des très bonnes leçons. J'ai eu des wins, comme j'ai eu énormément de lost. Puis c'est pour ça que je décide de fermer les portes, parce que la nouvelle version va être encore meilleur. Maintenant, je m'en vais avec un autre niveau d'expérience. Est-ce que je peux te proposer quelque chose en live là, comme ça? Je sais que vas-y. Moi, ce que j'aimerais, tu sais quoi? On enregistre quelque chose comme si on le sait qu'on n'est pas enregistré, mais que moi, j'arrive avec mes idées, mon travail, qu'est-ce que je fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux m'aider? Comment on peut s'aider? Mais on enregistre tout ce qu'on fait. Tu sais, comment on se parle, comment on monte une collaboration, comment on monte un partenariat. Eh non, on peut pas s'aider, on peut pas s'aider, c'est pas grave. Mais genre un truc comme si c'était un rendez-vous d'affaires, mais filmé. Ouais. C'est-à-dire que les gens vont voir comment ils réagissent, comment on fait, c'est quoi ces skills, c'est quoi à quel moment il faut dire non, c'est quoi un moment où on dit oui, c'est quoi que je peux donner comme laisse, comme du loose, ou je peux pas en donner, c'est quoi ma réalité par rapport à ça, toi, ben non, moi je peux pas pour ça, puis là les gens, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. J'ai deux concepts. Okay. Il y en a un que je vais pas dire parce que c'est une des versions qui s'en vient. Vous allez voir, le concept, il est fou si je réussis à le réaliser. Je pense que oui, on est aussi fou que ça. Mais l'autre que je suis très à l'aise à partager, parce que je l'ai vécu et je vois énormément de valeur à ça. Il faut que je mette une mise en contexte. Tu vas au gym? Oui. OK. C'est quoi le gym? Combien coûte ton abonnement mensuel? J'ai l'impression de me faire crosser un peu, excusez-moi du terme. Moi, j'allais au Hugo Gym, parce que c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est devenu le Pro Gym là, depuis quelques mois. Okay. L'abonnement doit être... J'ai pas envie de dire de conneries. Okay, 400. Ouais, elle est peut-être 500 par année. Tu sais. C'est beaucoup ça ou c'est pas beaucoup? Non, ça c'est cheap. C'est cheap ça? Ça c'est pauvre. Hein? Tu vas comprendre mon raisonnement. Vas-y, je sais pas. C'est triste, mais je sais pas combien. Non, t'inquiète, prends-le pas mal. Pas ça. Mais tu vas comprendre mon raisonnement un peu. J'étais à un gym Atlantis à Laval. Ouais. Pour moi, ça a été comme le summum des gyms. En Amérique du Nord, je pense que c'est le meilleur gym. Okay. Même ouais. États-Unis, Miami, whatever. Pour moi, Atlantis, ça a toujours été top de la qualité. Puis quelque chose que j'ai réalisé aussi, c'est pas le gym le moins cher. C'est le plus cher dans le quartier. Ouais. Mais quand j'étais là, j'ai fait énormément de contacts qui sont convertis. Comme juste à parler à une personne, je me souviens, je sais que j'ai déjà closé un deal de 12 000 juste pendant un entraînement. Ouais. Puis ça, c'est pas une fois, plusieurs fois. Comme je pense dans ce gym-là, je dois avoir fait près de 50 000 juste parce que tu es au bon endroit, au bon moment. Ouais, Fait que
quand j'ai déménagé, je suis allé dans un autre coin, puis là, je devais trouver mon gym. Ma philosophie était déjà ancrée. C'était comme, il est où le gym le plus cher? Parce que dans le gym le plus cher, je vais trouver des personnes de qualité, des personnes d'affaires que je vais pouvoir travailler avec. Et si je me fie à mon expérience avant, je sais que je vais pouvoir le dupliquer encore. Fait que moi par défaut, je suis arrivé... Je vais changer de gym à cause de toi. Je vais tout savoir, je vais regarder, c'est quoi le gym qui est ouvert il n'y a pas longtemps qui est le plus cher. Je te jure, je fais ça. Je te jure, je fais ça. C'est ça. Sûr. Je m'en vais, OK, lui, il coûte 20$ plus cher. C'est lui, c'est le plus cher. Ça a été ça, puis ça marche. Fait que là, gros shout-out à Big Daddy Fitness. Je fais une anecdote, après tu pourras continuer. Okay, Parce que cette anecdote, elle est folle. Ça, c'est comment Seroudjan a réussi à avoir Patrice Ménard en podcast ou à une émission parce qu'il n'arrivait pas à le joindre et puis il s'est levé le matin pour aller au même gym que lui et pour le rencontrer. Donc, tu vois, c'est là que ça marche. Voilà. OK, là, juste pour continuer, puis tu vas voir où est-ce que je m'en vais vers mon concept, mais il fallait que je mette le contexte clair. OK. Fait que maintenant, j'ai un abonnement au Big Daddy Fitness. Big Daddy Fitness, juste le slogan, Montreal Luxurious Gym. Yann Chartrand, propriétaire? Oui. C'est mon chum. Ah, je suis alors Yann. Yann. OK, ben Dave s'en vient au Big Daddy, je vais te convertir. Je suis de la rive sud, mais... Je suis de la rive nord et je m'en vais au Big Daddy. OK. Ça me prend 25 minutes, pas de trafic. Trafic, 1 heure. OK. Mais j'y vais. Pourquoi? Les gens de qualité. Dans Big Daddy, il y a tellement de qualité, de contact. Je suis content que tu me dises ça, parce que moi, j'ai suivi l'ouverture et puis tout par les réseaux sociaux. Mais j'ai pas... Il va falloir qu'on y aille. Ouais, avec plaisir. On va y aller. Ah, tu m'amènes. Puis, comme je te dis, j'adore le fait que c'est une audience, c'est une communauté mature. Je pense que tout le temps... Je pense en moyenne, genre 30 ans minimum, 35 ans minimum. Il n'y a pas de petits 18 ans, 19 ans. Puis c'est un abonnement qui commence, un abonnement annuel. Si tu payais 500, là, c'est à peu près 1000 quelques par année. Fait que tu payes pour la qualité aussi. Tu payes pour la qualité. Bon, Big Daddy, déjà là, je pense qu'une chose que... Moi, mon slogan, à part dire non cette année, ma deuxième objectif serait être audacieux. OK. Dire non et être audacieux. OK, vas-y. Fait que, au gym, vu que c'est un nouveau gym, ça me permet d'être nouveau, personne ne me connaît. Fait que quand j'ai quelqu'un en face de moi, je me permets de lui parler. Ah oui? Dire quelque chose. Tu rentres dans sa vie parce qu'ils sont tous avec des écouteurs la plupart du temps. Ouais. Puis être audacieux. Puis, quand tu rentres dans le vestiaire, tu es en train de te changer. À côté, tu as un gros boss d'une grosse compagnie de construction. Vous êtes les deux en sous-vêtements, vulnérables. Tu peux lui parler, il te répond. Puis ça part c'est du réseautage extrêmement puissant. Là, tu vas voir le concept. J'aime beaucoup. Le concept, c'est le sauna. Tatiana Longdono, elle fait des pauses des fois. Elle dit toutes les places où est-ce que tu ne peux pas closer des deals. Elle met en faisant genre des cold plunge, en faisant Puis il y en a un qui c'est sauna. Puis j'ai écrit à un moment donné, faux. J'ai déjà closé un deal dans le sauna. Puis à quoi ça en vient, c'est que quand je m'en vais dans le sauna à Big Daddy, et tu connais les horaires à peu près des gens, là, ou des moments, tu sais, déjà à 5 h du matin, c'est là que le monde sérieux, là. Fait que, va dans le sauna à 6 h du matin, t'es à côté de quelqu'un, t'es audacieux, tu ouvres une conversation. C'est sûr qu'à les conversations malades qui s'ouvrent. Fait que là, j'ai eu tellement de conversations juste à Big Daddy dans les saunas, je suis comme, fuck, on devrait mettre une caméra ici. C'est fou parce que tu es sûr de tomber avec des gens qui ont le même mindset que toi. C'est se lever à 5 heures pour aller dans un sauna à 6 heures. Il y en a très peu. Puis c'est les gens qui ont la même motivation, mindset ou volonté, qui sont arrivés déjà à un certain step. Parce que tu ne fais pas ça quand tu débutes en entrepreneuriat, de te lever à 5 heures. Il faut gravir comme des étapes et des échelons de vie et pour comprendre pourquoi on le fait aussi. Parce que on va te dire, vas-y, ça va te faire du bien. Mais si tu ne l'as pas vécu, que tu n'as pas... pas une raison pourquoi. Là, ça te prend plus que de la motivation. La motivation ne suffit pas. Puis là, c'est là où tu arrives dans le mode discipline. Et c'est là qu'est le plus difficile de rester et d'y aller le plus souvent. Tu sais, le mot discipline, on me le dit souvent. Puis j'étais militaire pendant plusieurs années. Donc je sais ce que c'est vraiment la discipline. Mais même là, même en connaissant ça et même en sachant que c'est là que ça se passe et qu'il faut que je sois discipliné pour y arriver, il y a plein de fois où je suis indiscipliné. Tu sais, c'est très, très, très difficile. Et puis le fait d'y aller, là, comme tu dis, à 6 heures, si en plus tu as un bonus, bah là, ma discipline, ça va aider ma discipline. Tu comprends? Là, je vais avoir ma discipline va être motivée. Tu vois un peu la différence? Ça peut être intéressant comme concept, ça, parce que je n'ai jamais utilisé. C'est-à-dire que moi, je suis toujours motivé. Oui, je suis motivé, mais la motivation, c'est un pic.
Tu peux pas rester motivé à vie, tu peux être motivé une semaine, peut-être un mois maximum, mais après ça descend. Par contre, si la discipline, c'est de se forcer à faire les choses quand tu dis je veux pas le faire, il faut que je le fasse. Il n'y a pas d'autre solution. Mais dans ma tête, je viens de créer une idée là. Est-ce que je suis capable de motiver ma discipline? Moi, si tu me dis Motiver que la discipline, wow. Ouais. si tu me dis que faut que je me lève tous les jours pour aller au sauna à 6 heures à mon gym, ça veut dire que je veux que je me lève à 5 heures et puis c'est comme OK. Ça c'est la discipline pure. Maintenant, si je me dis à chaque fois tu loupes une opportunité de rencontrer la personne qui peut peut-être changer ta vie. Ouh. Moi, j'en ai rencontré. Donc, tu vois, je viens de motiver ma discipline en disant hey, je veux pas louper la personne. Ça se trouve, c'est ce jour-là qui vient et puis il viendra plus jamais. Tu sais, il viendra peut-être une fois dans l'année, puis c'est maintenant. Faut que tu y ailles. C'est le même principe. Dans certains réseautages, j'étais fatigué, j'étais brûlé, puis je voulais pas y aller. Tu sais, je me dis, t'en fais tellement tous les ans. Et puis après, je fais, oui, justement, t'en fais 100 par année. Mais si c'est 1%, et que tu as fait 99 cette année, puis c'est 1% de chance de voir une personne comme plus élite ou la personne qui transforme ta vie, elle est dans celui-là. Bah, tu as fait tes 99 pour rien. Donc, il faut la discipline, il faut faire les 100 pour avoir le vrai plein potentiel d'avoir fait ça toute l'année. Donc, je me suis forcé, puis à chaque fois, dans les 2 dernières années, 2 fois, j'ai rencontré les personnes dans les résultats où je ne voulais pas aller. Où je m'étais forcé. Ça, c'est vrai. Les fois que tu ne veux pas aller, c'est là que ça finit par « Oh, une chance que je suis venu ». Pourquoi? Je pense que c'est parce que involontairement, je ne sais pas si tu connais ça, là, je l'ai vu il y a très très récemment, notre vision, notre vue, on analyse en inconscient 11 millions de choses, 11 millions en même temps, et puis par contre on est focus sur ces 11 millions, et puis on doit voir 1100. Il y en a 1100 en même temps, mais 11 millions c'est conscient. Mais si tu te dis, tu te fais une image de ce que tu veux, de comment tu le veux, bah là le focus il va se concentrer sur ce que tu penses, vers où tu veux aller. Donc au lieu de voir moi là, c'est comme l'arbre et tout ça, ben non, moi je vais voir, boum, hey, là il y a un truc, il y a une carte d'affaires. Tu sais, il va se focus inconsciemment vers où tu veux t'en aller. Tu sais quoi? C'est puissant. J'ai vu une vidéo hier, un clip sur mes médias sociaux, puis c'était intéressant le concept. Je vais te le dire à peu près de qu'est-ce que tu viens de dire. Ouais. À t'en venant ici, combien de voitures rouges as-tu vu en chemin? Ah, tu peux pas le savoir. Exactement, mais t'en as sûrement croisé. Ben oui, c'est certain. Ouais. Imagine-toi si je te donne 50$ pour chaque voiture rouge que tu vois en venant ici. Là, tu vas commencer à payer attention. Ah, je vais voir que ça. Là, même au retour, je vais tiens, voiture rouge, c'est parce qu'on en a parlé. Donc, Exactement. Mon focus va être fait que c'est juste là, tu sais. Puis la morale de cette leçon-là, c'était comme, c'est ça, les opportunités sont partout, c'est juste qu'on les voit pas. J'adore ça. Mais une fois que tu es focus à toujours essayer de reconnaître les opportunités, sont partout. C'est exactement ça. Et c'est pareil dans le réseautage. C'est la personne que tu veux aller vers laquelle qui t'attire et que ton focus, c'est moi, c'est vraiment d'aller présentement. Je veux vraiment être inspiré par des multimillionnaires, des milliardaires, parce que je veux comprendre leur mindset, je veux comprendre pourquoi ils sont arrivés là, comment ils sont arrivés là. Pas pour gagner de l'argent, pour m'enrichir de connaissances, pour m'enrichir humainement, pour pouvoir après le retransmettre. Tu sais, c'est pas une question d'être multimilliardaire, ça me sert à rien, entre guillemets, t'es pas plus heureux, je pense, ou moins heureux, mais le fait de pouvoir redonner ou de repartager ça, c'est ça mon mindset. Donc j'ai une vision là présentement en ce moment, c'est pour ça que je parlais de feu qui brûle intérieurement, c'est que j'ai l'impression, waouh, mon focus est là-dessus, voilà, c'est ça. Si on parlait de focus, mon focus c'est vraiment sur et mon subconscient amène ça. Voilà. C'est pour ça, tu sais, qu'en ce moment, moi, je me trouve que tu es dans une année de feu, comme 10 ans d'expérience maintenant. Pour moi, ça, c'est le Super Bowl. Ah, c'est nice. Ma 10e année, c'est le Super Bowl, puis mon équipe, elle est très forte pour réussir. Ce qui est le fun, c'est que tu vois, on a de l'énergie, tu as de l'excitation, tu es content de faire ce que tu fais, tu es comme heureux, puis ça se ressent. Mais à aucun moment, là, on parle d'argent. C'est vrai. À aucun moment, on parle d'argent, on parle de plaisir, de faire ce qu'on a envie, de passion qui nous brûle, de volonté, de bonnes choses. À aucun moment, on a parlé de ça va nous rapporter 10 dollars ou 10 millions, parce qu'on s'en fout. C'est le moment. Et le pire que tout ça ramène aussi. Ça, c'est l'outil. L'outil, l'argent, c'est un outil. C'est un peu tabou, là, mais moi, personnellement, je ne le fais absolument pas pour l'argent, parce que sinon, il faudrait que j'arrête tout de suite, tellement j'ai perdu d'argent au lieu d'en gagner. Et puis que j'ai fait les choses à l'envers avec toutes mes erreurs. Alors un jour, je pense que ça va repayer dans le bon sens, mais présentement, c'est vraiment pas l'argent qui me drive. Question pour toi. Ouais. Quelle est ta définition du succès? Oh, grosse question. Wow, sans réviser, sans rien. La définition du succès. Définition du succès. Laisse-moi quelques instants.
définition du succès, euh, pour moi, ça serait être en paix avec moi-même. J'aurais du succès quand, si je suis en paix, être en paix, c'est la qualité d'esprit. Et la qualité d'esprit, c'est pas un prix, c'est pas une valeur, c'est vraiment quand je suis en paix avec moi-même, quand je suis chez nous, là, comme au chalet, au fond de la cour, avec la nature. Si je suis en paix, c'est que j'ai fait les bonnes choses, les bonnes actions. J'ai pris soin de ma famille. J'ai un bel aura autour de moi, d'amis. Je pense que le succès, c'est d'être bien avec soi-même par rapport à ce qu'on a fait. Ça, pour moi, ça va être mon succès. Mon succès, ça va être ça va vraiment d'être bien avec moi-même. Et si je suis bien avec moi-même, bah, les autres gens qui m'entourent, le premier cercle, là, familial et amis, faut qu'ils soient bien avec eux-mêmes aussi, qu'ils se sentent bien. Ça, je pense que si j'ai réussi ça, mon succès, il est fait. Ça va pas être du tout de la réussite professionnelle ou de l'argent. Ça va être vraiment de la paix d'esprit. Parce que c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Je dirais ça comme ça, le succès pour moi. As-tu une vision intergénérationnelle à tes actions? Pour mes enfants, intergénérationnel, parce que moi, c'est difficile. Ça. Enfin, si ce que je fais, ils vont en bénéficier. Alors, et même, oui, même la troisième génération. Beaucoup. C'est pour ça que je me concentre à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le vieux Saint-Jean notamment, parce que côté un peu européen, j'aime l'architecture, j'aime les côtés atypiques, historiques, parce qu'il y a de l'histoire. Et je veux conserver ça dans le vieux Saint-Jean. Et puis je veux que les gens qui sont dans le vieux Saint-Jean, c'est un milieu modeste, puissent en bénéficier, que ce soit vraiment une mixité sociale. Et d'ailleurs, à ce point de vue-là, c'est la vie qui me l'a donné. Là, et pourtant, je l'ai mis pour Lincoln depuis longtemps que je voulais faire ça. Mais là, j'ai acheté une église il y a quelques mois. Je ne l'ai pas acheté il y a quelques mois. J'ai commencé le projet il y a 4 mois. J'ai acheté une église. Là, on signe dans la semaine prochaine. Et cette église, j'ai réussi à la conserver au complet. Et je fais 47 logements sociaux avec. Wow. Donc, ça, ma fierté, tu n'as même pas idée pour mes enfants, là, de dire que cette église, je vais la conserver d'une pour le patrimoine du Québec. En plus, elle a une histoire. Mes partenaires avec qui je suis dans les médias, ils se sont mariés là, il y a une 40aine d'années. Leurs enfants se sont fait baptiser là. Donc, le fait que je la détruise pas, que je la conserve, et qu'en plus, à l'intérieur, ce n'est pas des condos de luxe que je mets, c'est uniquement 100% social. C'est de l'abordabilité à un certain pourcentage, et puis c'est de l'OMH avec... ça, c'est le gouvernement qui met des gens en difficulté et qui les subventionne au niveau des loyers. Donc là, là, tu vois, mon international, j'ai réussi. Pareil, mes commerces, Saint-Jean-sur-Richelieu, un angle de rue depuis 4 ans abandonné, une banque abandonnée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai redonné de la vie à ce quartier-là, à l'angle de rue. Au lieu d'avoir une banque abandonnée, j'ai mis 3 commerces, 3 bannières. J'ai mis un café, donc un café de proximité qui est Seconde Cap. Donc là, les gens se retrouvent sur voie, c'est un lieu de passage, d'échange. J'ai mis Fréchy, qui est une cuisine santé. Moi, je voulais vraiment que les gens prennent soin d'eux, fassent attention. Et puis, il n'y avait rien qui répondait à ce besoin-là dans tout Saint-Jean, c'est même pas dans le vieux. Puis, à côté de ça, j'ai mis une petite sucrerie, j'ai chocolato. Mais ça donne un lieu de vie. Ça donne une histoire. Puis ça va pas rester 1 an, 2 ans, dans 10 ans. Il va être encore là, le commerce. Puis le commerce, moi, en tant qu'ancien commerçant et propriétaire de bars et restaurants en France, je voulais ce lieu d'échange, les lieux où, regarde, comme les réseaux sociaux ne feront pas. On va prendre un café, mais dans mon café, moi, c'est pas une franchise, c'est pas un team. Là. Moi, ce que je veux, c'est un café de proximité. C'est les gens, ils sont habitués à venir là, on se connaît, on se parle les prénoms, comme d'habitude, de sucre. Ouais. Puis moi, je connais certains prénoms, et puis j'ai déjà, après juste 6 mois, le boss, je sais que le boss, c'est le monsieur qui a la retraite de 75 ans, qui était à la voirie avant, et qui faisait ça. J'ai l'ancien policier, j'ai l'ancien militaire, j'ai déjà... Fait que c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre et d'échange, et je fais mes réseautages aussi là-dessus. Donc ça, international-là, ça oui, ça quand je le fais, le projet, quand j'y pense, je pense à mes enfants, et puis je laisse même architecturalement, quand je fais des projets, je veux qu'il y ait une signature. Je veux qu'on sache que c'est Dave Léon qui l'a fait pour la bonne raison, pour les bonnes choses. Ça, oui, j'ai un petit côté égocentrique, là, mais regarde, je l'assume parce que je l'ai fait, et puis il n'y a personne d'autre qui le faisait avant moi, ou qui a osé le faire, ou qui a pris les risques de le faire. Donc, c'est ma petite récompense de dire, regarde, moi, je l'ai fait. Et puis, regarde, c'est très unique, c'est très intentionné de ta part. Vraiment, non seulement tu le laisses pour tes enfants, mais pour la communauté. Les inconnus qui n'ont aucun rapport avec toi, mais tu veux quand même leur donner le bénéfice que j'aimerais. Si c'est comme c'est chez nous. Ouais, et ça, c'est super puissant parce que c'est ça qui va te donner, je pense, le plus de sentiments de bien-être et de choses accomplies. Et c'est toujours ce que j'ai voulu faire, mais comme je te dis, il faut construire avant de pouvoir aider les autres. Il faut bâtir, et puis il faut faire des choses
plus grande que soi, tu sais, pour 100%. être bien. Je voudrais savoir aussi, quel a été ton plus gros échec et l'apprentissage qui est venu avec? Je pense que des gros échecs, j'ai l'impression d'avoir eu que ça. En sincérité, moi, encore il y a 1 an en arrière, là, j'étais à plus d'$1 million de prêts privés sur mon dos. Mes maisons garanties, ma maison principale en garantie. Ma maison principale est toujours en garantie sur certains projets pour te dire à quel point j'ai pas d'équité et que je prends des risques. Parce que normalement, dans l'immobilier, tu mets de l'équité sur tes immeubles. Tu prends des risques sur tes immeubles. Ouais. Moi, à quel point je me mouille, c'est toujours ma maison principale actuelle qui est en garantie. Donc, les risques où je me suis loupé, regarde, on va faire simple, j'en ai un là gros parce que moi j'ai fait un flip à bord de l'eau, à Rivière-Baudette, c'est à côté de Salaberry. Je veux sauver quelqu'un, l'histoire elle est belle. Un vendredi on m'appelle, il y a 2 maisons, la maison de la grand-mère et la maison de famille, ils vont la perdre. Lundi à 8h, il y a l'huissier, enfin 6h, il y a l'huissier qui vient prendre les clés. Et tous les jugements sont passés depuis 1 an, ils ont perdu la maison, il n'y a plus rien à faire. Le prêteur privé récupère la maison. Ça je le sais le vendredi. Et le lundi, l'huissier passe. Et puis c'est des amis d'un ami. On fait un rendez-vous. Je dis, je vais regarder ce que je peux faire le samedi. Je vois que les maisons, tu sais, sont pas trop leveragées. Ça veut dire que la valeur de revente est beaucoup plus haute que la valeur qu'ils doivent en hypothèque. Donc là, à ce moment-là, je fais un montage avec mon prêteur. Et puis au dernier moment, tu sais, on fait le montage le samedi. Le lundi, je fais une proposition à l'huissier. L'huissier me dit, non, je peux pas rien faire. C'est le prêteur qui veut récupérer. Je fais, combien tu veux de plus pour qu'on la récupère? C'est combien de milliers de dollars tu veux de plus pour nous laisser faire le 15 jours, le temps de passer au notaire et tout ça. Puis on a réussi à le sauver. Donc là, j'étais heureux parce que je sauvais 2 maisons. J'ai revendu une tout de suite au fils pour que la grand-mère, elle reste chez lui, chez elle. Donc la grand-mère restait chez elle au bord de l'eau. Puis la deuxième, j'ai dit, moi, j'ai un prêteur. J'ai une réalité. Il faut que celle-là, je la flippe. Il faut que je la rénove et que je la revende pour vous sauver parce que Ouais, il faut. je ne peux pas faire ça gratuit. Puis ça fait de l'argent. Puis cette maison-là, on ne me l'avait pas dit. Moi, en voulant bien faire, en voulant aider, je l'avais, une hypothèque légale de construction. J'avais une hypothèque légale de construction, mais elle n'était pas élevée, elle était à 10 000. Mais j'avais une hypothèque légale de la MRC, c'est-à-dire du gouvernement, parce que il y a eu un arbre qui est tombé il y a 2 ans dans la rivière, et puis il y a la rivière derrière, et c'est là où se reproduisent les dorés au Québec. Je dis, c'est pas bien grave. Ils ont fait tomber un arbre, ils ont mis de la terre. On va enlever la terre, remettre de la bonne terre. Ça, pour moi, c'était pas grave. Et puis j'avais un rapport, ça coûtait 47 000 à faire. Et puis j'avais une hypothèque légale de 200 000. Sauf que le temps que je fasse la rénovation, j'apprends que c'est pas juste le bord de l'eau. C'est quasiment tout le terrain. Que c'est sur 3 pieds. Enfin bref, ça s'avère que moi, je paye 97 000 $ juste d'études. Et que derrière, ça coûte 160 à 200 000 pour décontaminer. Mon hypothèque légale est de 200 000. Je bustais le montant de l'hypothèque légale. Donc, j'étais en prêt privé. La maison en garantie. C'était en 2023 que je l'ai acheté, en avril 2023. On est en 2026. J'ai toujours la maison. Je suis toujours en prêt privé. Ça me coûte 8 000 $ tous les mois depuis 3 ans. Donc, tous mes projets que je fais, ça me coûte tellement cher tous les mois. De 8 000, c'est 8 000, il faut le sortir. Mm-hmm. Ça me coûte tellement cher tous les mois que je suis obligé de trouver des projets depuis 3 ans pour compenser ce 8 000. Mais des fois, j'y arrive pas. Des fois, mon prêteur, là, je suis 3 mois. Actuellement, là, avec mon prêteur, je suis 3 mois de retard. Tu sais, j'ai 3 ou 4 mois de retard. Il m'a dit 34 000 $ parce qu'il y a des mois où je ne peux pas l'assumer. Et là, j'ai ouvert mes franchises pensant que mes franchises allaient assumer un petit peu ça. Alors, j'en fais plein. Sauf que là, les franchises, ça fait 6 mois que je n'ai pas les applications de livraison. Mon modèle d'affaires est basé sur les applications de livraison. Mes franchises me coûtent 25 000 tous les mois. Ouf. J'ai 8 000 pour le prêt privé. Donc, actuellement, j'ai 35 000 que je dois tous les mois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver de l'argent? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé des terrains, j'ai fait de la prospection, j'ai trouvé un terrain pour ouvrir un Jack Lecoq, parce que Jack Lecoq, je sais que c'est 2 à 3 millions minimum de chiffre d'affaires. Donc là, ça va me sauver 100 000 que je vais pouvoir compenser mes franchises. Là, je fais mon immeuble avec 47 logements. Lui, il sort 10 000 de cash flow positif par mois. Donc ça va compenser tant que je ne vends pas. Donc tous mes projets que je fais, c'est parce que je me suis loupé à un moment tellement fort et tellement mal, parce que ma maison est garantie. Si je ne le fais pas, je perds ma maison. Sur la maison. Tu ne peux pas perdre donc la maison à quelqu'un. Donc moi, ma réalité, elle est comme ça. Et puis là, c'est juste un exemple de ce que je me loupais. Candiac, là, je voulais faire un flip pour m'aider, un petit 20-30 000 $. Là. Je fais le flip facile, il n'y a rien qui se passe. Et Candiac, on ne peut pas se louper parce que c'est une ville où tout s'achète et se revend très facilement. J'ai fait 18... Là, je l'ai eu au mois de juillet, elle était finie. Mi-juillet, elle était en vente. J'ai eu encore 18 visites au mois de janvier. Là. C'est en prêt privé, là. Ça fait 6 mois que le prêt est court. Là.
Là, je suis déjà à 20 ou 30 000 $ dans le trou parce que ça coûte 5 000 $ tous les mois de prêt privé. Et mon prêteur, quand j'étais en retard de 3 mois avec lui, il me fait confiance, il sait comment je le rembourse à chaque fois. Il est embarqué avec moi dans la maison à Candiac. Mais là, elle n'est toujours pas vendue non plus. Donc, en fait, comme je suis hyper actif, je fais beaucoup de projets. Puis il y en a toujours 2-3 qui me plantent solide. Mais en fait, le fait qu'ils me plantent solide, ils me mettent sur un ressort. Ils me mettent sur un ressort que je tends au maximum. Mais ce ressort, comme je suis prêt à tout perdre, d'à côté, je fais des projets qui me font exploser. Je comprends que je n'ai pas le choix. Je n'aurais pas été là si je n'avais pas eu ces problèmes-là. Je n'aurais pas été chercher à développer ma compagnie de médias. Pourquoi j'aurais créé une compagnie de médias Non, j'ai eu la créativité de il faut que je fasse ça parce qu'il faut que je rentre de l'argent, il faut que je rentre du cash, il faut que je fasse de l'immobilier, je fais de l'immobilier parce qu'il faut que je rentre du cash, il faut que je trouve des partenaires parce que c'est pas une question que j'aime. Oui, je le fais avec passion et tout ça. Mais moi, présentement, là, dans les 4 dernières années, depuis le Covid, j'ai fait les choses parce que je n'avais pas le choix de les faire. Toute mon expansion, tout ce que je construis là, alors c'est ma force, c'est des qualités que j'ai, mais en arrière de ça, c'est parce que j'ai pas le choix. Tout ce que je fais là, c'est parce que j'ai pas le choix de le faire pour pas tout perdre et pas me retrouver sans rien. Anecdote folle d'il y a 15 jours. Donc là, présentement, j'ai 3 gros projets cette année. On va dire 2 immédiatement. J'ai une église que j'achète, que je transforme en 47 logements. C'est depuis 4 mois, j'ai fait le pré-projet. Tout est en place. Et l'autre, c'était la vente d'un terrain au groupe Abattiello pour faire un Jack Lecoq. Et je restais propriétaire du Jack Lecoq et du fonds de commerce à la Prairie. Et cette année, je suis en promesse d'achat acceptée là pour faire le maître Jack Lecoq à Saint-Jean aussi. Okay. Donc ça, c'est mes 3 projets. Je fais de la subdivision, des choses comme ça. Il y a 15 jours, c'est un peu plus, excuse-moi, c'est le 29 décembre, 27 ou un peu peut-être avant Noël. Comme j'allais signer pour l'église au début janvier, j'avais pas le document parce que je travaillais avec un partenaire et puis j'avais pas le document de la ville pour me confirmer que l'infrastructure supportait ça. J'étais avec un partenaire, mais j'ai changé de partenaire en contre-temps parce que lui, il a eu des défis financiers puis il n'a pas pu partir avec moi. Puis la ville, elle me dit mais non, je n'ai pas le document. Je fais bah oui, vous l'avez dit. J'étais avec ce partenaire-là que vous connaissez très bien à la ville. Vous lui avez dit oui verbalement qu'il y avait des infrastructures possibles. Elle me dit non, on n'a pas ça, on n'a pas ce document-là. Donc là, mon projet que je travaille depuis 3 mois, qui va me sauver parce que si j'ai pas ce projet-là, je perds tout. Il tombe. J'ai appelé le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu par Messenger pour lui demander un comité d'urgence. 2 jours après, j'appelle le maire le vendredi matin, le mardi matin, il y a un comité d'urgence pour ma situation parce que j'ai pris, comme toi, un petit peu l'audace de le faire parce que, en fait, j'avais pas le choix. Je peux pas faire autrement que j'aurais été chez lui, frapper chez lui à sa porte le samedi si j'avais pas réussi à l'avoir par Messenger parce que tu fais des choses qui te surpassent, qui te dépassent quand tu n'as pas le choix. Et puis le mardi, il y a le comité, à l'issue de ce comité-là, il fait non, monsieur Léon, les infrastructures à Saint-Jean débordent à sec, c'est-à-dire qu'on n'a aucune possibilité de vous faire accepter votre 47 logements, je ne sais pas où vous avez eu l'information. Je dis, mais si, je l'ai eu l'information de mon partenaire, parce que lui, il est professionnel dans ce domaine-là, ça fait 15 ans qu'il fait de la construction, et puis c'est la première chose qu'il a validée avec vous, c'est les infras. Il me dit non, monsieur Léon. Je fais OK, vous ne pouvez pas faire mon projet. Alors donnez-moi les preuves, les données et les dates de combien de temps je ne peux pas faire le projet pour pas que quelqu'un le rachète et le fasse dans mon dos. Le jeudi, j'avais un message courriel de la ville. On s'excuse, on s'est trompé de données. Vous avez la possibilité de faire votre 47 logements. Oh. Donc ça, là, on parle d'1 million de dollars d'écart. Parce qu'une église seule à 850 000, que je paye le prix, moi, ça vaut 850 000. Mais une église dans laquelle tu peux faire 47 logements, ça vaut 2 millions. Donc là, ma vie s'est jouée. Je pleurais dans la voiture avec ma femme quand on nous a dit que le mardi, ça sortit comité. Le jeudi, je repleurais de joie. T'imagines parce que c'est 1 million d'écart net de dollars. Donc, tu sais, je suis comme pauvre ou ça va très bien quand même. Je suis pas pauvre au niveau financier, ça va quand même bien. Mais tu vois le ressort là. Ouais, et puis Jack Lecoq, pareil. Au même moment, au même décembre, il me dit ah non, on peut pas signer. Il y a une contamination du terrain. On a fait une phase 1 pour le financement. Puis comment ça, contamination du terrain? Il y a toujours eu un restaurant. Oui, mais avant. Ah putain, là, ils avaient regardé dans les archives en 1900 qu'il y avait des voitures, des pneus. Je sais pas. Okay. Et puis là, une fois qu'on a fait la phase 2, on a perdu 1 mois de vente. Il me dit, ah non, il y a une contamination. Donc, on ne peut pas acheter. J'ai payé plus cher pour avoir la réponse rapidement. Puis au final, il y a une contamination sous le seuil commercial. Ça veut dire que je peux faire quand même commercial, mais je peux pas mettre de résidence. Comme je voulais mettre un restaurant, ça passe. Donc là, mais si c'était au-dessus du seuil, je ne pouvais pas faire mes deux projets. L'église, et tu vois quoi, ça se joue. Ouais. Tu vois à quel point je joue sur un fil. Et ça, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Je joue sur un fil, mais je fais toujours en sorte que ça passe. Il y a pas parce que mon mindset, il me dit non, tu vas le faire. En fait, je me le vois déjà. Tu sais,
Mais je fais comment c'est passé sur un fil, celle-là, et puis c'est pas fini. Mais là, tu vois, j'ai eu mes émotions, là, dernièrement, j'ai besoin de vacances. Tu sais, ça a vraiment été cherché trop fort. Okay. Je peux imaginer du mardi au jeudi, genre, t'as pas dormi? Non, je dormais quand même bien. OK. Ouais, c'est bon, OK, tant mieux. Non, parce que, tu sais, jusqu'où va mon mindset, j'ai toujours dit à ma femme, tu sais quoi, imagine un jour on perd tout, parce que je mise trop gros, et puis je le sais que je le fais ça. Mais j'accepte, et je serais presque heureux de partir en République, d'avoir une petite cabane et vendre des crêpes. Tu sais, avec mes enfants. Ah, ça, c'est mon plan B. Tu vois, c'est ça, tu sais, je me dis, s'il arrive de quoi, déjà on l'aura vécu à fond, on l'aura tenté, on a pris des risques, on aura échoué sans échouer parce qu'on va se retrouver quand même au bord de l'eau, parce que si c'est pas là, ça sera à Bali, parce que j'aurai rien à perdre, j'aurai plus rien, même si j'ai rien, ben, j'irai à poil à Bali, je m'en fous, il faut juste un short, tu comprends? Tu sais, même si j'ai pas les gougounes, je travaillerai serveur là-bas, je ferai un petit truc, et puis au bout d'un moment, je l'aurai parce que j'ai cet esprit-là. Et puis mes enfants seront peut-être pas plus malheureux au bord de l'eau là, puis ils vont vivre quelque chose d'autre, et puis je le prends comme... Si ça doit arriver, ça arrivera, mais d'un autre côté, je fais tout pour pas que ça arrive, et puis je prends toutes les mesures que j'ai en ma possession pour pas que ça arrive, mais je suis prêt à le risquer. Tu comprends? J'ai pas. Ouais, je suis beau. Ouais, regarde, c'est vrai que c'est plate. J'avais une grosse maison, c'était bien, c'était le fun. On faisait des parties d'entrepreneurs, mais j'ai plus rien. Tu sais. Mais oui, mais je l'ai joué, tu sais, de ma carte, je l'ai joué à fond. Mais je pense pas que ça arrive, ça en fait, parce que déjà je suis prêt à que mais parce que je mets trop d'énergie et trop de choses pour pas que ça se fasse. Wow, Dave, super belle anecdote. C'est un petit film là, qu'il faudrait faire. Là, qu'est-ce que tu veux me raconter? Là, ouais, c'est fou, mais regarde, je suis content d'avoir fait cet épisode avec toi. L'énergie, je pense qu'on est tellement bien alignés, mais vraiment à la fin, t'as mis la totale. T'es comme, OK. Allez, j'ai même pas... Je peux y aller avec la totale si tu veux. Je peux démarrer avec... Caméléon, ce que je prépare. Vas-y, ça c'est la dernière. C'est la dernière twist. Ouais, c'est comme OD. C'est comme OD. Tu vois la petite twist 2019, je crée une compagnie qui s'appelle Canadrive parce que je suis sur la route tout le temps, je suis avec mes machines de dard et puis je me promène sur la province. Je suis comme représentant de ma propre compagnie. Puis à chaque fois que je regarde mon Facebook, je vois, hey, y a-tu quelqu'un qui fait Alma à Victoriaville? J'ai des speakers à amener pour ma soirée. L'autre, j'ai oublié ici. Tu sais, à chaque fois, il y avait... Comme je faisais de la route, c'est moi qui amenais les petites choses à droite à gauche, tu sais, parce que je me déplaçais tout le temps. Puis là, je fais une idée, je fais, mais regarde, n'importe ce que tu oublies quelque part dans le monde, n'importe ce que tu as besoin d'une compagnie, un truc, il y a quelqu'un qui fait déjà ce trajet. Pourquoi on ferait de la livraison dans le monde? Il y a quelqu'un qui fait ce trajet-là. Mais il ne faut peut-être pas immédiatement, il fait peut-être dans les 24 heures, dans les 48. Et puis il y a des gens qui font toujours le même trajet pour aller au travail. Ou pour aller faire... Il y a des gens qui font des trajets récurrents, mais ils vont aller plein, ils reviennent vides. Donc je suis parti du principe que ça prend un hub central mondial, que dès qu'il y a un déplacement dans le monde, ils vont regarder l'application, on leur donne des notifications, tu mets ton Waze ou ton Google Maps et on te propose en fonction des paramètres que tu as définis, je suis d'accord pour faire 15 minutes de plus, 30 km de plus, 20 minutes de plus. Et puis du mon point A à mon point B, je passe par des étapes. Je vais de Québec à Gatineau. Hey, moi j'ai quelque chose de Trois-Rivières à Montréal à déposer au bord de la 40. Tu veux-tu le faire pour $50? Parce que là, j'ai pris une photo avec l'IA de ma valise. On connaît les périmètres de ma valise, on sait ce que je suis capable de prendre en poids, en grandeur. Puis la personne a pris une photo de ce qu'elle... Donc avec l'IA, c'est de la logistique complètement en temps réel, sans délai, où hey, je suis en chemin, une notification, tac, pour $50, le fais-tu? Complètement sécurisé, avec du rating, comme des livreurs. Tu sais, lui, il l'a fait avec le sourire, il a été rapide, il me l'a amené exactement au point A, du point B au point B, en bonne condition, pas de cassé, avec des assurances. Donc moi, Caméléon, ça va être ça. Ça va être, tu peux être expéditeur, tu peux être expéditeur, tu peux être chauffeur, tu peux être les deux. mais demain, tu vas au Mexique. Hey, j'avais des super belles lunettes Ray-Ban, je les ai oubliées. C'est pas grave. Demain, il y a quelqu'un qui va revenir du Mexique, de Cancun, qui va aller à Montréal. On le sait que tes lunettes pour $20 ou $30, comme tu les veux, elles sont à 1000 pièces, tu vas les récupérer. Ben en fait, moi, ce que je veux faire, c'est un hub centralisé. Tous les Uber, le covoiturage aussi, les gens vont pouvoir se déplacer avec ça. Mais donc, ce que fait Uber, j'invente rien. Uber le fait pour les gens. Amazon fait tous ses colis. Il y a des compagnies, des applications qui existent pour, quand tu vas en voyage, amener quelque chose à quelqu'un. En Afrique, ça existe beaucoup. Là, ils amènent des produits qu'il y a en Europe vers l'Afrique parce qu'il n'y en a pas en Afrique. Mais ça, toutes ces applications existent. Mais il n'y en a aucune qui est centralisée. Il n'y a aucun hub qui met tout en place. C'est-à-dire que dès qu'il y a un déplacement dans le monde, dès qu'il va y avoir un déplacement dans le monde, dès que tu vas faire un mouvement, tu vas regarder sur l'application, est-ce que je suis capable d'amener ça à ça? J'ai une amie qui est hôtesse de l'air, elle me dit, moi, je vais tous les semaines au Japon. Il y a quelqu'un qui veut un produit du Japon pour lui ramener pour $20. Fait que tu vas tout regrouper, tous les services. Bateau, avion, vélo, à pied, les coursiers, les petits coursiers en scooter, tout ça qui vont déposer des lettres. Ils font
En fait, Ok, tu vas avoir un hub central de déplacement de mobilité. Caméléon, c'est un hub central de mobilité. Dès que tu te déplaces, c'est comment je peux rentabiliser mon trajet. Comment je paye mon gaz? Je peux prendre ça de là. Une petite qui a oublié ses patins, qui a une game ou qui va faire du patinage artistique et les oublier chez ses grands-parents la fin de semaine. Bah oui, mais il y a déjà quelqu'un qui fait Victoriaville, Saint-Jean-sur-Richelieu, là, c'est sûr. Ben, il faut les mettre en connexion. Puis moi, ma compagnie, on va prendre entre 10 et 12% de chaque transaction au niveau mondial. Wow. Ouais. Intuitif. Donc ça va être vraiment une nouvelle façon de penser nos déplacements. De comment, écologiquement, on rentabilise des trajets existants et puis des trajets à vide. Toutes les compagnies, les grosses compagnies comme je suis chez IGA, il a livré le 22 pieds, a livré les légumes. Le 22 pieds, il est vide. Mais il retourne prêt à Toronto. Ben, c'est comme... Donc là, tu utilises un camion vide que tu veux rentabiliser. Donc on a quelque chose de très écologique. C'est la tendance. On monétise quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire actuellement, du point A au point B, tu utilises les deux plus grosses valeurs qu'on a besoin dans le monde. Ça prend du temps quand tu vas du point A au point B. Et la deuxième chose, ça prend de l'énergie. Soit tu es à vélo, ça te prend de l'énergie humaine, soit c'est du gaz ou du kérosène si c'est en avion. Donc les deux plus grosses valeurs, l'énergie et le temps, quand tu te déplaces d'un point A à un point B, ne sont pas monétisées. Et c'est des plus grosses valeurs au monde. Donc moi, je monétise ces deux grosses valeurs, le temps et l'énergie, c'est ça, en mixant les deux. C'est ça Caméléon, et puis on le développe. Donc là, il me reste juste 10 places. Là, mais c'est l'événement dans 10 jours. Là, je peux pas, ça sert à rien que j'en parle. C'est ça, mais c'est ça Caméléon. C'est ça mon application que je prépare en plus de ce que je fais à côté des franchises de Darts Media, de tout ça. Voilà. Wow. Tu voulais qu'on finisse sur une grosse twist? Ouais, Dave. C'est ça. Dave the Man. C'est ça, merci. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Yo, les anecdotes sont malades. Je savais que tu allais livrer quelque chose, genre des anecdotes super intéressantes. Mais regarde, merci beaucoup. Plaisir. Puis, on va gérer des business dès que ça coupe les micros. On se prend notre rendez-vous. Ouais, on se croise dans les prochains événements. Quand tu veux. C'était un vrai plaisir de jaser avec toi. Non, cet été, regarde, je suis disponible pour le barbecue. C'est parfait, go, je suis content. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci, guys. Yellow Sea Podcast. Let's go. Salut. Yes, sir.